Générique. Bonsoir, vous êtes bien sur RDI 105.1 Cayenne, 88.4 à Kourou et sur Facebook Live. Ce soir, nous accueillons les cyclistes de Matoury pour ce troisième débat qui comptera pour le premier tour, qui aura lieu, je vous le rappelle, le dimanche 15 mars prochain. Donc, les cyclistes qui se présentent, on va vous présenter les principaux représentants. Bienvenue donc à messieurs Hubert Contou. Vous êtes, vous, de la liste Matoury Changeons de Cap. Monsieur Roland Léandre pour une équipe d'accompagnement. Jean-Victor Castor, oui, c'est toujours possible. Serge Smoke, pour vous, avec vous. Et Jean-Pierre Théodore Roumillac, ensemble pour une nouvelle dynamique à Matoury. Alors, je rappelle les règles qui ont été arrêtées. Nous allons, dans ce débat, évoquer à la fois le bilan dans une première partie, mais qui ne sera pas la plus longue, la plus importante étant la seconde, qui portera sur les programmes, les propositions que porteront l'ensemble des candidats. Pour ces municipales. Des règles de courtoisie s'imposent à nous-mêmes, c'est à vous-même, et ce n'est pas très utile de les rappeler. Simplement, pas d'invective ni de prise à partie personnelle, ce n'est pas souhaitable. On va quand même situer le contexte de Matoury, parce que c'est une ville dont les indicateurs nous disent qu'elle compte 39% de chômeurs, c'est donc beaucoup plus que la moyenne locale. Enfin, 36 ou 36,2, on peut discuter. Si on ajoute le halo du chômage, on dépasse largement les 50%. C'est une commune avec une faible assiette fiscale, 22%. Sur Cayenne, c'est 23%, alors que sur Rivière-Montjoly, par exemple, c'est 40%. Donc, faible assiette fiscale et faibles revenus fiscaux également. Donc, on entrevoit les difficultés que ça peut présenter, d'autant que la jeunesse représente 54% de la population et qui a moins de 30 ans. Et tout ceci dans un contexte que tout le monde connaît, lié notamment à l'habitat, lié à l'aménagement du territoire. Donc je vous propose de commencer par la première partie. Alors c'est un débat. Je vais bien sûr commencer par interroger M. Smoke, qui est le maire sortant. Il s'agira donc du bilan. Bien entendu, il ne s'agira pas pour lui de présenter l'ensemble de ce bilan, ce serait trop long. Mais il fera, je pense, une présentation relativement succincte. Les autres candidats, les représentants des autres listes, pourront l'interrompre sur ces différentes positions, dans la mesure où, effectivement, il ne serait pas d'accord. On le fera donc avec les règles que nous avons indiquées. Et on pourrait commencer, donc Monsieur Smoke, sur votre bilan, on peut essayer de dégager un plan d'ensemble et savoir ce qui, selon vous, est apporté au crédit de votre équipe, parce que bien sûr vous n'êtes pas le seul. Quels sont les points qui sont l'objet d'une certaine réussite et quels sont ceux sur lesquels vous avez à choper? Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir aux auditrices et auditeurs de RDI. Donc, merci de m'avoir invité à participer à ce débat que j'espère intéressant, fructueux, et dans les règles de respect des uns et des autres. Alors, on va pas faire une réunion sur le bilan essentiellement, mais vous faites bien de commencer par là, parce que je crois que c'est un point de départ. Si je vous disais que le bilan était positif, vous me diriez, mais voilà, je suis juge parti. Simplement, je suis à l'écoute des habitants, à l'écoute des administrés de Matoury, et j'ai des retours positifs de ce qui a été fait. Vous savez, Matoury, c'est une ville très attractive. C'est une ville de 32 000 habitants officiellement, mais selon les études, nous serions à entre 40 et 45 000 habitants, ce qui est considérable. Et Matoury, donc, se trouve au cœur de la communauté d'Aglo, c'est-à-dire Matoury est le passage obligé. En termes de circulation. Lorsque vous voulez aller vers l'est, vous passez par Matoury, vers l'ouest par Matoury, au centre par Matoury. Donc forcément, Matoury, c'est un passage obligé. Donc il faut anticiper les problématiques d'installation, les problématiques liées à cette attractivité, et je crois que c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est tout le débat qu'il doit avoir aujourd'hui pour faire de Matoury une ville qui réponde justement donc à ces installations que nous voyons d'ici et là.
Alors, quels sont les problèmes majeurs? Parce que l'attractivité, c'est une chose. Je ne suis pas sûr que tout le monde partage ce point de vue sur l'attractivité. Certainement, mais nous sommes là pour faire le débat. En tout cas, ce que j'ai fait, je crois que le centre même de mes activités, il faut bien comprendre, je suis parti de l'humain. Nous sommes amenés à vivre ensemble, à évoluer, à utiliser les équipements autour de nous. Nous avons un environnement, quel qu'il soit. Il faut s'adapter, il y a des difficultés, il y a des choses intéressantes qui se font, il y a des choses moins intéressantes. Il faut pouvoir être amené à trouver des solutions. Et vous savez, Matoury est à l'image même de la Guyane. C'est une ville qui est caractérisée par la diversité des populations. Diversité de populations, et dans cette diversité de populations, nous devons trouver une unité pour pouvoir aller vers un objectif commun. Matoury, ville pluriethnique, multiculturelle. Et cette pluriethnicité, nous devons donc la mettre à notre profit pour pouvoir avancer. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Deuxièmement, il y a un axe, un point qui me paraît extrêmement important. Il y a des différences en fait d'évolution au niveau de Matoury. Vous avez un secteur nord qui est assez développé économiquement. Vous avez le sud, donc Mogeste, Stoupan, qui l'est un peu moins. Et l'idée, avec véritablement des problématiques de quartier, d'habitat. Et j'ai axé donc ces 2 ans et demi en termes de bilan. Je parle d'un bilan de 2 ans, parce que j'ai... Oui, vous dites 2 ans et demi, parce que vous avez remplacé M. Serville, qui a jeudi un autre tourisme. 2017, nous sommes désolidarisés. Oui. Parce que j'étais dans une équipe au départ depuis 2014. Je crois que la grosse problématique de Matoury aujourd'hui, c'est l'habitat spontané et ses conséquences sur le plan de la sécurité, sur le plan de la santé, sur le plan de la salubrité. Et donc, c'est un domaine sur lequel je me suis entaché avec une équipe soudée à résoudre toutes les problématiques liées à cela. Alors là, je vais quand même vous interrompre un moment. Vous indiquez 40 à 50 000 personnes. Les relevés de l'INSEE sont de 32 777. Je voudrais savoir si ça correspond à une comptabilité que vous avez sur une population qui n'est pas identifié par l'INSEE, même si on peut contester. La marge d'erreur est de 2 à 3%. Est-ce que vous nous dites par là qu'effectivement c'est ce qui explique ces poches d'habitat ou les problèmes de résorption d'habitat à Saint-Lubre ou d'équipement public? On verra qu'il y a quand même une difficulté. Est-ce que c'est ça? Non, la problématique en Guyane, c'est le problème du logement. Il faudrait moyenne basse 4200, moyenne haute 5000 logements par an sur 10 ans pour rattraper les besoins. Aujourd'hui, nous serions à entre 800 et 1000 logements. Vous voyez le décalage, vous voyez la différence. Donc ce n'est pas suffisant. Donc forcément, l'homme, il veut vivre. Il a besoin de satisfaire ses besoins primaires, qui sont donc, vous voyez la pyramide de Maslow, donc besoin de manger, de boire, de se vêtir, de se soigner. Donc les personnes, lorsqu'elles viennent sur le territoire, elles ont besoin de toit. Et le problème, en fait, c'est que le fait du manque de logement, les personnes, système D, essaient de s'abriter, de construire comme ils peuvent pour pouvoir vivre décemment. Et moi, l'action que j'ai menée pendant les toutes premières années, en tout cas les tout premiers mois de mon mandat, c'était de lutter, non pas vraiment contre l'habitat illégal, mais contre l'habitat indigne. Il y a comme une différence contre l'habitat indigne. C'est-à-dire, dans ma conception des choses, c'est que je suis profondément humaniste. Et en fait, l'idée qu'on doit avoir, que j'ai en tout cas, c'est de protéger l'individu lui-même et de lui permettre d'avoir donc une vie décente. Est-ce que, puisque vos colistiers ne vous interrompent pas... Justement, j'allais vous poser la question. Vous pouvez, quel moment nous allons intervenir? Parce que vous avez demandé un bilan. Nous avons fixé. Et je ne vois pas jusqu'à présent, il n'y a pas de bilan. Monsieur Roumillac, tout à l'heure. Non, mais parce que ça me fait sourire tout ça. Monsieur Roumillac, tout à l'heure, nous avons fixé les règles et il a été clairement indiqué que vous pouviez intervenir. Non, parce que. L'énoncer. Non, mais intervenir directement. Mais il n'a pas de bilan. Bon. En fait, tout le monde sait, il n'y a pas de bilan 2014. Sur ce thème-là, Monsieur Roumillac. Mais non, mais ça me fait sourire. La question du logement. La question du logement. Répondez, s'il vous plaît. Mais Monsieur Smog a bien mis en évidence, il a dit même qu'il a trouvé des situations même très intéressantes. Et qu'il a trouvé. Intéressant, ça veut rien dire. Mais enfin, je ne vais pas. Mais c'est pour écouter. Il a trouvé des situations très intéressantes. D'après ce qu'il dit. Mais c'est pas ça.
le bilan d'une mandature s'exprime par des réalisations. Et ce que nous voulons, je fais ressortir, c'est que depuis 2014, il n'y a pas eu d'opération. Ce qui a été réalisé, c'est ce que mon équipe et moi avait déjà programmé et qui sont sortis au forceps. C'est tout. Il n'y a pas de bilan. Bon, je pense que je ne peux pas être contesté à ce niveau-là. Alors, allez-y alors. Allez-y. Monsieur Léandre. Il n'y a pas eu de réalisation depuis 2014. Non, ce qui a été sorti, c'est ce que moi j'avais programmé. Bien, on a compris, monsieur. Et je dirais que 2 ans et demi, ce n'est pas 25 ans. Ce n'est pas un règne de 25 ans. Je ne vois pas qu'est-ce que M. Spock avancer par là. Temps de parole, M. Léandre. Et je voudrais simplement préciser qu'il faut compter cette mandature en deux étapes. La première qui est portée par une équipe, donc élue par les Matoriens, et avec une opposition qui a été mise dans l'opposition par les Matoriens. Et puis la deuxième partie où l'opposition vient rejoindre M. Spock. Et là, on part dans une sorte de dérive, je vais dire, où effectivement tout est arrêté. Mais il faut savoir que quand on vient dans une mandature, il y a tout ce qui est déjà entamé et qui a engagé des fonds avec un budget qui est prévu pour les réalisations déjà en cours. Donc nous, il y a la continuité du service public, il y a la continuité des engagements pris par la collectivité qui étaient précédemment en place. Et donc, il n'y avait pas d'autre solution en 3 années que de poursuivre ce qui avait été fait. Mais nous l'avons amélioré. Moi, ce que je veux dire, parce que quand nous sommes arrivés quand même, il faut bien retenir le fait qu'il y avait 14 millions d'euros de déficit. 10 millions qui étaient déjà fléchés pour les opérations de RHI. Donc, quand on additionne les deux, on était à près de 30 millions de déficit. Mais bon, comme le cadre de DRH était vraiment dans un cadre bien défini, donc on ne le compte pas. Mais il y avait réellement 14 millions d'euros de déficit. Et ces 14 millions-là, en 3 ans, la mandature Serville, dont moi j'ai fait partie, a rétabli cet équilibre. Donc c'est un travail que Maturi, c'est un bilan, je vais dire, pour nous en 3 ans, qui est extraordinaire. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Pour pouvoir faire 14 millions d'euros, rétablir l'équilibre de 14 millions d'euros en 3 ans, il a fallu prendre des décisions. Roland, je te signale que vous avez créé ce déficit, c'est en 2016. Hein. Non, 2016. C'est 2016 que vous avez créé cela. Parce que vous avez fait une opération, vous avez demandé à la Chambre régionale des comptes, et vous avez présenté des documents que vous n'avez jamais mis sur la table. Donc c'était un déficit imaginaire. Que vous avez créé. Parce que moi, pendant ma mandature, je n'ai jamais eu de déficit et jamais eu de contrôle. En 2017, il y a eu le contrôle de la Chambre régionale de comptes et depuis 2017, la commune est gérée par le préfet. Il faut savoir jusqu'à ce jour. Non, mais ce que je vous dis, nous avons eu l'occasion de faire des courriers ensemble et que nous avons co-signé pour faire ressortir. Il est clairement écrit. En 2014, le déficit, il était à 14 millions d'euros. Avec un plan de redressement qui nous a été proposé. Que vous avez créé. Voilà, pour échéance. Dans votre imaginaire. Non. C'est écrit dans les rapports de la Chambre régionale. Avant 2014, la commune n'a jamais été sous tutelle. On ne va pas égarer. Il n'y a pas eu de préfet qui gérait le préfet. Monsieur Ormillac, on ne va pas égarer le. Non, il ne faut pas dire des choses qui on sont va pas égarer pas vraisemblables. Prenons un autre indicateur. Oui. Il se trouve que quand je regarde les chiffres sur Maturi, c'est une commune qui investit beaucoup. Elle est endettée, mais elle investit beaucoup. C'est-à-dire le tiers, enfin le. Mais monsieur Luc Germain, tout ce qui a été réalisé, c'est avant 2014, il faut le dire. C'est un angle. Alors donc, ce qui importe de savoir, vous avez indiqué, effectivement, il s'agissait les opérations qui ont été engagées sont poursuivies parce qu'elles étaient inscrites dans une programmation. Voilà, une programmation. Très bien. Voilà. Mais est-ce que vous souscrivez à la proposition de monsieur Roumignac, ou à son accusation, qui est de dire il ne s'est rien passé depuis 2014. C'est ça qui nous intéresse de savoir. S'est-il ou non passé quelque chose? Donc, vous dites, est-ce que vous parlez du déficit? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas? Voilà. Non, mais depuis 2014... Monsieur Contou. Bon, à la descente de charge de M. Roumignac, il y a eu un plan de redressement. En fin 2014, il y a eu un plan de redressement. Non, vous pouvez me laisser terminer? Non, il n'y a pas eu de plan de redressement, c'est en 2016. Vous pouvez me laisser terminer? Monsieur Roumignac, laissez. Non, mais il faut être précis. Vous serez gentil de me laisser terminer. Bon, et vous avez une démonstration de ce qui se passe au niveau du bilan du conseil municipal. En dehors de M. Cassor, vous voyez qu'il y a des gens qui s'extirpent déjà, qui commencent déjà à se déchirer. Donc le bilan, effectivement, je l'attends.
bilan, parce que la question qui a été posée, c'est le bilan. J'ai entendu parler de statistiques, de position géographique, de sud, de nord, mais je n'ai pas entendu parler de bilan. Donc, si on peut le résumer à l'élagage maintenant, parce que j'habite la Chaumière depuis 18 ans, à l'élagage du chemin de la Chaumière et puis au marquage au sol, plus à la... Ah, vous n'êtes pas souvent à Matoury alors, monsieur Conto? J'habite. Je peux terminer. Vous n'êtes pas à Matoury. Mais laissez-moi terminer. J'habite la Chaumière depuis 18 ans, je le répète. Alors, donc, ça veut dire que je rentre et que je sors. En ce moment, les gens de la Chaumière peuvent constater l'élagage que vous faites. On est à 10 jours de l'élection. Je peux terminer. Je peux terminer, je vous laisserai le temps. Bon, il y a des panneaux de stop qui sont fixés, il y a des marquages au sol maintenant qui sont fixés, mais depuis aujourd'hui, j'invite les gens à y aller, donc les gens qui m'écoutent et qui rentreront à la Chaumière le verront. J'y passe tout le temps, j'en sors là. Alors, hormis l'élagage, avez-vous quelque chose? Y a-t-il autre chose actif? Il y a eu le marquage. Et le marquage. Et puis c'est vrai que le conseil municipal c'est largement divisé, donc difficile de fédérer, difficulté de retrouver une démocratie où les gens parlent, où les gens s'expriment librement. Donc il n'est pas possible de continuer dans ces conditions-là. Donc vous dites que Matoury en fait est une ville paralysée. Il semble que les tensions intestines aient paralysé l'action publique. Moi, je voulais... Monsieur Jean-Victor Castor. En fait, c'est les personnes qui nous écoutent, donc déjà bonsoir, c'est ce type de politique, en tous les cas que notre liste, nous ne souhaitons pas cautionner ça. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas un ici, sauf peut-être M. Conto, parce qu'il est tout nouveau. Je ne sais pas s'il a l'expérience nécessaire pour pouvoir gérer la municipalité, mais en tous les cas, nous avons tous fait, à un moment donné, des alliances. Vous parlez du bilan de M. Smock. M. Roumiac est comptable de ce bilan. Puisque c'est une alliance entre M. Roumiac et M. Smock. Depuis 2 ans et demi. Laissez-moi terminer. C'est une alliance entre... Je ne suis pas d'accord. Effectivement, M. Smock vient de parler. Il n'a fait aucun bilan. Il ne peut pas le faire parce qu'il n'en a pas. Hormis faire de l'animation quasiment tous les 48 heures dans les quartiers pour pouvoir se faire connaître et pour pouvoir être élu en 2020. Il n'y a rien eu de sortie. Sinon que, effectivement, c'était la position de M. Serville que moi j'avais contestée. Il a souhaité continuer, je ne parle pas uniquement de ce qui était déjà engagé, mais il a souhaité être dans une continuité de la politique de M. Roumiac par rapport à un certain nombre de travaux. Il faut parler clairement. M. Roumiac, de ce point de vue-là, il a raison. Sauf que, c'était quoi la situation financière de la mairie? C'était une situation catastrophique. Avec un organisme qui est la SEM-SAMAR, que M. Roumiac a laissé pénétrer à Matoury et particulièrement en Guyane, qui impose ses choix à la municipalité. C'est ce que les habitants doivent savoir. En laissant mécaniquement se générer un déficit, puisque nous avions une dette de 8 millions d'euros vis-à-vis de la SEM-SAMAR. Laissez-moi terminer. Comment vous voulez ensuite qu'une municipalité qui, allez, globalement, sur les exercices, a à peu près 30 à 35 millions d'investissements. Comment vous voulez? Ça représente près du tiers, cette dette vis-à-vis de la SEM-SAMAR. C'est une situation qui est complètement anormale. Elle est monopolistique. La SEM-SAMAR a 80% du parc à Matoury. Il y a un conseil municipal, monsieur Jean-Victor Castor. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme ça s'est passé récemment dans un conseil, la SEM-SAMAR, elle dit, moi je veux du terrain à tant mètres carrés. Nous contestons. Monsieur Smock qui est ici, par tous les moyens possibles et imaginables, il veut donner raison à la SEM-SAMAR. Alors que dans sa conscience, laissez-moi terminer, il sait très bien que ce n'est pas normal, c'est en dessous du prix du domaine. Nous l'avons tous contesté, monsieur Roumiac, monsieur Léon, etc. Donc ce sont des situations que les habitants doivent comprendre. Il faut changer radicalement la politique qui est menée à la municipalité de Matoury. Parce que le choix de M. Roumiac, c'était de créer du déficit pour pouvoir faire des réalisations. Le choix de M. Serville, c'était de rétablir l'équilibre. Et effectivement, il n'y a pas eu grand-chose de fait. D'accord? Mais il faut être bon gestionnaire, je suis d'accord. Mais les défis que nous avons relevés, ce sont ceux-là, c'est de ça qu'on doit parler. C'est-à-dire que Matoury est une ville où il n'y a pas d'assainissement collectif. C'est-à-dire qu'on est en train de générer des problématiques sur le long terme qui vont avoir un impact terrible pour les générations futures. Et ce ne sont pas, c'est pas 3 millions, c'est pas 10 millions, ce sont plusieurs dizaines de millions d'investissements qui seront nécessaires à faire. Dès qu'on parle d'assainissement, d'alimentation d'eau, etc., vous voyez les problèmes qu'il y a en Guadeloupe.
nous souhaitons nous engager là-dedans. C'est-à-dire, ce n'est pas vendeur, je sais. Électoralement, ce n'est pas vendeur. Vaut mieux faire des manifestations que les gens, tout ce qui est visible. Mais par contre, nous protégeons, nous engageons durablement, donc, les habitants donc dans de l'aménagement du territoire. Donc je veux terminer, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi. Est-ce que je peux terminer? Non mais est-ce que je peux terminer? Parce que quand même il a monopolisé. Je veux simplement dire. Attends de parole, vous verrez. Je veux simplement. Tout le monde a peur de la SEM-Samar ici. Moi je n'ai pas peur de la SEM-Samar. Moi, je n'ai pas. D'accord. Donc, il faut rétablir un équilibre. Moi, j'ai déjà dit à M. Warbach, vous serez un interlocuteur si je suis maire, mais vous n'aurez pas le monopole des opérations d'aménagement et de construction. Bien. C'est tout. Monsieur Roumillac. C'est un bon produit, c'est vendeur, ça. Dire simplement. La SEM-Samar. La SEM-Samar a hérité justement de la liquidation de la SHLM. La SEM-Samar n'était pas possesseur de l'ensemble du patrimoine de la ville de Matoury. Et elle a hérité, lors de la liquidation administrative de la SHLM, notamment du lotissement Concorde, de celui de Maillard, etc. Par contre, ils ont été conducteurs d'opération pour réaliser le PRU de Copaya. Mais moi, j'ai invité la SEM-Samar à l'époque, c'était pour régler le problème de résorption d'habitat insalubre. Nous n'avons pas donné davantage, je dirais, à la SEM-Samar. Par contre, toutes les autres communes de Guyane, et même la région, parce que l'hôtel régional a été construit par la SEM-Samar, les 3 lycées de Armand-Joly et Lama Prévost, un lycée à Kourou, un lycée à Saint-Laurent et à Mana, c'est la SEM-Samar. Maintenant, la SEM-Samar est partout sur toute la Guyane. Et c'est elle, l'autre jour, j'ai dit, qui construit la cité scolaire de Saint-Georges et voir celle du Marie Pachoula. Donc, finalement, c'est ça le problème. Ah ben non, mais vous parlez de la SEM-Samar. Vous avez oublié de dire, M. Roumillac, c'est pas le problème de la SEM-Samar. Parce que vous aviez un organisme. Vous aviez une société d'économie mixte qui s'appelait la CEMAT. Qui a fait faillite. Vous étiez le président de la CEMAT. On envoie les vestiges au centre-ville. Parce que cette verrue-là qui est plantée dans le mur, qui jusqu'à aujourd'hui est murée. Et que personne qui a rapporté à la collectivité. Ça, c'est vous, ça. Mais justement, ça, c'est votre bilan, M. Roumillac. C'est votre bilan. Et c'est ça le souci. Le souci, c'est qu'on on transforme les habitants et les citoyens en des personnes amnésiques. Et moi, je ne suis pas là pour établir la vérité. Je veux dire tout simplement que vous ne pouvez pas dire que vous avez introduit la SEM-Samar tout court. Vous l'avez introduite parce que la CEMAT a coulé. Et que ce sont les habitants de Matoury, en tant que contribuables, qui ont dû payer les pots cassés. Alors, mon action s'est inscrite dans une continuité de service public. Peu importe ce qui a été fait avant, il faut écouter les Matouriens. Il faut respecter les Matouriens. Nous avons affaire à des personnes qui vivent, qui travaillent ou pas. Il faut les accompagner, il faut les aider. Donc moi, lorsque je suis venu, il y avait une dette de 8 millions d'euros. 8 millions d'euros. Et le préfet nous avait dit inscription d'office. Inscription d'office. Ça veut dire il vient et il prend au bénéfice de la SEM-Samar. Nous avons négocié cette dette et nous avons fini par la payer parce que c'était un dû, il fallait le faire. Juridiquement, on était obligé de le faire. Donc moi, que ce soit, M. Roumi, il y a des choses qui ont été faites, oui, c'est vrai, qui ont été réalisées. Il y a que ça. Oui, ça a été réalisé, et puis, ça a été réalisé, il faut le dire. 25 ans, M. Roumillac. Pendant 25 ans. On a créé pendant 25 ans. C'est ça, la communauté. C'est ça qu'il faut retenir. Comme les autres. Ensuite, on a subi les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, je vous signale que j'ai payé une dernière dette, dernière facture, la Biennale du marronnage. Je peux vous donner le montant. Il y a quelques mois de ça. D'accord. 8 millions d'euros, c'est quelque chose. D'accord. Alors nous, ce que nous avons fait, nous avons poursuivi la question de l'aménagement. Nous avons poursuivi l'aménagement. TRK Gombo-Koumou, 1 145 000 d'euros. Pourquoi 1 145 000 d'euros pour l'aménagement des TRK Gombo-Koumou, ce n'est pas du rêve, c'est une réalité. C'est une réalité. Ouais, mais c'est moi qui ai proposé. Un endroit. Mais non, c'est pas vous. Maintenant, c'est pas vous, puisque c'est un pas que nous avons fait. Eh bien, voilà. Non, comprenez-vous. Je suis venu avec un document de 2010. Oui, mais vous avez l'habitude de nous faire le coup. Non, mais je vous montre. Moi, j'ai non, mais il faut savoir. Action dans faut vous raconter des histoires. Parce que 2010, tout est prévu sur Combo. Ce que je veux, vous le remettre. C'est l'intérêt des personnes, des personnes qui vivent. Le bien-être des personnes qui vivent sur le territoire communal.
À un moment donné, ils ont été qui ne veut pas, qui ne veut pas le bien-être. Le deuxième élément. Qui ne veut pas le bien-être. Non, mais il faut le faire. Il faut le réaliser. Messieurs, nous sommes dans le bilan pour l'instant. C'est ça. Ça ne sort pas de rien. Laisse-moi parler. Qui doivent payer après, c'est ça. Votre insuffisance. Deuxièmement, c'est ça. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai trouvé qui me paraît un facteur important qu'on oublie. Eh bien, une équipe municipale ne peut pas travailler seule. Il faut des collaborateurs. Il faut des collaborateurs. Et la formation pour moi elle est importante. Nous avons des collaborateurs en mairie qui ont été dénigrés, qui ont été écartés. Tout était fait à l'époque par des personnes extérieures, Jaudry, je ne sais pas qui, Jensen, Jaudry, etc. Voulez-vous nous dire qu'il y avait un conseil extra-municipal alors? Parce qu'on est quand même un petit peu surpris. Il y avait un mode de gestion. Il y avait un mode de gestion parallèle. Un cabinet de l'ombre alors. Chardon cabinet si vous voulez, oui. D'accord, qui gérait tout. Lorsque je suis arrivé, j'ai fait participer les employés. Ils ont participé. Mais ça ne vous a pas gêné de faire alliance avec celui que vous décrivez aujourd'hui. Non, je n'ai pas fait alliance. J'ai le seul à pouvoir faire. Ça ne vous a pas gêné. S'il vous plaît. Ça ne vous a pas gêné. S'il vous plaît. Excusez-moi. Non, mais monsieur. Non, mais laissez parler monsieur Léon. Je suis un homme qui fédère. Je suis un homme qui fédère. Qui rassemble, qui unit. D'accord. Et dans le groupe même, d'ailleurs, lorsque je suis arrivé aux affaires, parmi mes adjoints, il y a des gens qui étaient avec monsieur Serville, monsieur... C'est vous-même, c'est vous-même, c'est l'équipe, mais moi je n'y étais pas. Moi je suis de l'opposition, moi. Monsieur Casson aussi. Moi je vous laisse. Oui, on va laisser... Monsieur, excusez-moi, monsieur Contou. Monsieur Roumillac sur une autre radio, que vous avez reçu la visite de monsieur Smock qui a voulu vous voir. Oui. Bon. J'ai rencontré. Tout le monde s'est rencontré, tout le monde est au courant. Mais bien sûr. On peut quand même respecter le temps de parole de chacun. Mais oui, alors essayons de le respecter. Pardon, de quoi? Avez-vous déclaré que monsieur Smock est venu vous voir 2 fois chez vous? Parce qu'il y a des enregistrements. Non, mais monsieur Contou, on voit pas trop où on va là. Excusez-moi, on voit pas trop où on va. Non, mais c'est moi qui. Parce que c'est la gestion. Non. Parce qu'une fois que vous accédez au pouvoir, c'est vous qui avez les commandes. Donc, c'est pour ça que je voudrais que monsieur... Non, mais monsieur Contou... Attends, laissez-moi terminer. Non, mais je vous dis, allez-y. Mais je vous réponds. Mais je vous ai il faut savoir, il faut laisser moi vous répondre alors. Allez-y alors. D'accord. Donc, vous a-t-il demandé de rencontrer votre équipe? Vous parlez de qui? De quoi parlons-nous là? De quelle équipe? Au moment où M. Smock a accédé au pouvoir. D'accord. Oui. Donc, on parle des négociations qui se sont passées entre M. Smock et M. Roumillac. Il n'y a pas eu de négociation. Oui. Mais alors, j'ai rencontré. J'ai rencontré M. Smock. Comme je peux rencontrer M. J'ai aussi rencontré M. Roland Néan. À quel moment? Après. On saura tout. Mais c'est normal puisque ce sont ceux qui demandent à me rencontrer. Moi, je rencontrais M. Smock à l'OPRF. On s'est vu pour la question. Elle a même signé des courriers. Monsieur Roumillac, ne mettez pas le trouble. Monsieur Léon, vous avez. Allons-y. Non, je ne mets pas de Prenez la parole. Et moi, du débat. Monsieur Roumillac, s'il vous plaît. Non, c'était sur le débat sur le lycée. C'était pas dans un cadre de... Non. Excusez-moi, on perd l'attention de tout le monde. Monsieur Léandre, on perd l'attention de tout le monde, on ne sait pas de quoi on parle. Non, en fait, on voulait parler du bilan. Oui. En fait, le maire n'a pas su nous présenter un bilan. Parce qu'il bien chiffré. Il n'a pas dit précisément. Il n'a pas dit précisément ce qu'il avait pu réaliser sur les 2 ans et demi. Bon, voilà, donc à partir du moment où il n'y a pas de bilan, moi je pense qu'on peut passer à autre chose. Très bien, alors moi ce que je vous propose... Le bilan, il fallait le constater. Oui. Mais vous êtes aveugle, vous êtes sourd. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne peut pas voir, plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, M. Caston. Bon, je voudrais quand même revenir sur un point qui est extrêmement important, sur la gestion d'une collectivité locale. Il est important que pour que la collectivité puisse avoir les moyens de ses ambitions, de ses réalisations, de ses équipements, il faut qu'il y ait une gestion saine. Et dès qu'une collectivité ne respecte pas cela, eh bien, elle se trouve en difficulté. Et quand nous sommes arrivés en 2014, il faut bien se rappeler que le SDIS n'était pas payé, que la collectivité devait 1,5 million au SDIS, que les entreprises n'étaient pas payées, que les prestataires de services refusaient de recevoir la collectivité. Donc, je peux dire que pendant ces 3 années, nous avons dû mettre tout ça à plat et redonner une santé financière à la collectivité. Et c'est traduit dans le rapport de la Chambre régionale des comptes. Je suis désolé, c'est écrit là. Moi, je ne vais pas vous faire la lecture, mais c'est écrit qu'en 2014, 14 millions d'euros de déficit. 2017,
2018, je répète que vous avez créé. L'établissement de l'équilibre. Je répète que vous avez créé. Budgétaire. Quand est-ce que, depuis avec une capacité d'autofinancement de 4 millions d'euros et avec proposition de l'AFD de nous faire des emprunts nous permettant de payer les travaux qui étaient en cours. Donc c'était vraiment une autre dynamique qui était engagée. Et puis effectivement, M. Smock a effectivement grillé tout ça. En une année, il a remis le budget à moins de 13 millions d'euros. Et aujourd'hui, dans ce qui est dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, le rapport de la Chambre régionale des comptes, je le rappelle, est traduit par les magistrats. Ce sont des gens, ce sont les gendarmes des collectivités sur le plan financier. Et là, il y a des propositions d'augmentation d'impôts. C'est faux. Monsieur, ça y est, on recommence. Non, on rentre dans une nébuleuse de gestion dans laquelle tout le monde se perd. C'est faux. Résumez simplement dire quel est. Oui, l'objectif, c'était résorber le déficit pour vous. C'était résorber le déficit pour permettre à la collectivité. Il faut investir ou il faut faire des déficits. Quand on résorbe le déficit, on a une capacité d'autofinancement qui est recouvrée. Et à partir de ce moment-là, on peut beaucoup mieux investir parce que vous connaissez la part, dans un plan de financement, la part communale, elle est de 20%. Et quand vous avez 20% d'autofinancement, vous allez chercher 80% de financement des institutions, des partenaires institutionnels. Donc vous avez intérêt à être dans un financement, dans une gestion saine de la collectivité. Dès que vous êtes, comme ça, vous partez comment dire, à la dérive, eh bien, vous mettez la collectivité en difficulté. Je vous propose... On vivote à Matoury parce qu'il n'y a pas de gestion saine des finances publiques. Je voulais dire deux mots. On est face à... Parce qu'il faut que les personnes qui nous écoutent comprennent qu'effectivement, on est dans de la gestion de fonds publics. Et l'administré doit toujours se positionner comme étant quelqu'un qui contribue. Et nous sommes, en tant qu'élus, à leur service. Il faut arrêter aussi de faire croire aux administrés qu'ils sont redevables. Ils ne sont redevables de rien. C'est nous qui sommes redevables de l'action le jour où ils vont voter. Et on a, par un tour de passe-passe, les élus traditionnels ont inversé les rôles. C'est-à-dire que le contribuable, il se voit venir, monsieur le maire, est-ce que je peux avoir ci, monsieur... Ce n'est pas normal. En tous les cas, nous, notre posture, c'est de rétablir les choses dans le bon ordre. C'est comme la relation entre les élus et les fonctionnaires. Le fonctionnaire, il est censé rester et l'élu, il est censé passer. Hein, un élu qui reste 24 ans ou qui reste... Quand c'est dynastique, il y a un problème. On n'est pas là non plus à faire de la chasse aux sorcières. Quand vous avez des compétences, vous les gardez. Et puis les gens, ils peuvent effectivement dans les mouvements personnels. On doit les accompagner. Le personnel doit être accompagné dans sa formation, dans son expertise technique, dans son expertise administrative. Et c'est ça, en fait, qui doit nous guider en permanence parce que c'est un service public. Quand on parle, je voulais juste prendre un exemple. La question que tout le monde en parle, la question des embouteillages, le trafic et ce goulot d'étranglement qu'on retrouve donc au niveau donc, du Family Plaza, de ce fameux rond-point. À l'époque, quand il y a eu le fameux toboggan, tout le monde a crié « Hurrah, c'est génial, etc. » On nous a promis, dès 2014, on commençait déjà à dégager les voies qu'il y aurait eu une 2 fois 2 voies. Mais c'est cette mascarade-là qu'il faut arrêter. Soit on engage et on réalise, mais on ne fait pas croire aux gens qu'on va faire des choses. Et on est en 2020, il y aura des élections, on a encore du dégagement. Vous savez qu'au moment même où je vous parle, où il y a ces débuts de travaux, soi-disant, qui s'arrêteront au PROC, je signale, qui n'arriveront pas au bout et qui n'arriveront pas à l'aéroport. Notre proposition, nous, c'est qu'on arrive jusqu'à l'aéroport, qu'on arrive jusqu'au bout. Mais cette situation-là, vous savez que dans le même temps, laissez-moi terminer, dans le même temps, si vous arrivez à l'enquête Cogno, il répète ce que moi j'ai déjà proposé. Vous avez un panneau, l'enquête d'utilité publique, elle est en cours. Et les travaux sont engagés parce qu'il y a des élections. Oui. Ce n'est pas normal. Moi, ce que je vous donc c'est une question, monsieur Germain, c'est une question morale et d'éthique en politique. C'est de ça que je veux parler. Alors moi, ce que je vous propose, non. Ce que je vous propose, on va passer à la deuxième partie parce que là, on commence à s'étendre. Sur la finance. Vous aurez. Non, excusez-moi. On va faire un point parce que c'est important. Il y a eu des contre-vérités qui ont été dites par monsieur Léon. Vous aurez. Qui lit peut-être la lecture un petit peu à l'envers. Vous aurez l'occasion de le faire dans les propositions, dans la partie propositions, projets, programme. Chacune des têtes de liste aura la possibilité, et d'ailleurs j'encourage tout le monde à le faire, à rentrer dans le dispositif des propositions. On en voit qui commence à émerger vaguement. Donc on sort, si vous le voulez bien, on va sortir du bilan, mais avant ceci, on va faire un point donc sur les temps de parole. Alors si les comptes sont corrects, nous avons M. Smock à 9,06, c'est ça ?
Monsieur Contout à 2 minutes 27, vous êtes en retard. Monsieur Léandre, 2 minutes 29. Monsieur Castor, 5 minutes 46. Et Monsieur Roubignac, 5 minutes 01. Donc, on voit effectivement, Monsieur Smock, que vous avez pris de l'avance, plus tard ça sera du retard, sur le temps de parole. Alors, vous l'avez tous en tête, certains ont parlé moins que d'autres, d'autres se réservent. Non, mais nous passons à la deuxième partie. Vous avez évoqué un certain nombre de problèmes et on peut rester sur ces problématiques. Il faudra quand même aborder la question de la prospérité, de la sécurité, de l'aménagement du territoire. On y est. On parlera aussi de la place du citoyen dans les affaires publiques, parce que on a cru comprendre que là aussi il y avait peut-être un certain nombre de divergences. Alors c'est vrai que sur la façon de vivre à Matoury, j'observe que par exemple, vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur Castor, le tout à l'égout, il n'y a que 34% des foyers qui sont équipés. C'est quand même un indicateur assez consternant. Enfin, ça relève une gravité de la situation. Donc, face à alors c'est à vous de définir quelles sont les urgences auxquelles il faut répondre avant que Matoury ne devienne une ville idéale. On attend les propositions de chacun d'entre vous, les candidats, pour nous dire de quelle façon vous souhaitez rétablir la situation, et notamment sur le déficit en matière de logement, en matière de sécurité, en matière d'emploi. Je rappelle que c'est la ville qui est le plus touchée par le chômage. Je parle du littoral, bien entendu. Qui veut prendre la parole? Alors, on ne va pas revenir sur les... Vous pourrez à nouveau rentrer en confrontation. Il y a ça, je n'en doute pas. Mais il faut en arriver maintenant aux propositions, au programme. Vous avez constaté des déficits. Monsieur Léandre, par exemple, puisque vous souhaitez prendre la parole, quelles sont vos propositions en regard des observations que vous avez faites, notamment sur l'aménagement du territoire ou le logement? Eh bien, voilà. Il faut déjà redonner à Matoury ce qui lui revient. Matoury se trouve au cœur de l'agglomération parce qu'elle est en interaction avec toute la commune de cette agglomération, Cayenne, Montjoly, Macouria, Mont-Saint-Antoine-Grande et Roura. Et donc, il serait normal que Matoury soit le centre des affaires. Le centre des affaires, mais pour cela, il faut effectivement interrompre cet embouteillage qui perturbe, je vais dire, durablement la vie des Matouriens et des entreprises aussi, parce qu'une entreprise qui vient et qui doit passer 1 heure de temps par jour dans les embouteillages, eh bien, perd sa rentabilité. Donc, il faut qu'elle puisse circuler et avoir gagné là où elle doit gagner. Pour cela, il faut arrêter les embouteillages. Il y a cette route du centre que nous proposons, que mon équipe propose, qui doit être l'une des priorités en termes de réalisation. Pourquoi? Parce que cette route du centre va être le support du développement économique que nous envisageons pour Matoury. Faire de cette route du centre, qui, une fois qu'elle sera implantée, va être une attraction pour les entreprises qui viendront, et donc avec le PLU, donc il y a tout un processus qu'on mettra en place avec le PLU, en permettant aux entreprises de venir s'installer, puisque la compétence économique n'étant pas communale, nous ne pourrons que donner les conditions de ce développement économique. Donc avec le PLU, avec les documents d'aménagement qui sont notre support, on permettra aux entreprises de venir, et ainsi, on aura des recettes de ces entreprises, et on négociera avec chacune d'elles pour qu'il y ait une embauche qui soit 50% par exemple des employés, soit des employés de Matoury. Donc il faut vraiment lutter, comme vous dites, contre ce chômage qui gangrène la jeunesse de Matoury, et même aussi les moins jeunes. Et puis, en ce qui concerne la cohésion sociale, l'insécurité, eh bien, il faut permettre aux gens de Matoury, aux communautés qui vivent, qui se côtoient, mais qui ne vivent pas forcément ensemble, eh bien, il faut y mettre les moyens, mais de vraiment moyens accompagnés par la collectivité pour que les gens se rencontrent à travers des manifestations qui seraient culturelles, tant sur le plan culinaire, vestimentaire, musical, ou tout ce qui concerne, qui fait que chacun vit ses particularités. Il faut à un moment donné permettre à tout un chacun de se côtoyer et de se connaître, d'apprendre à se respecter. Et à partir du moment qu'on se respecte, eh bien, on finit par, par vivre. Et donc, on diminue cette façon que nous avons, les jeunes, de se confronter, parce que je suis de Copaya, je suis de Balata, je suis de Cogno, et donc on s'entretue, ou bien, voilà. Donc, ce sont quelques axes que je donne sur les priorités que je donnerai, et puis surtout sur le foncier, eh bien, des gens qui vivent, qui sont installés sur le territoire depuis des décennies, et qui n'ont toujours pas gain de cause en termes des équipements minimum à recevoir. Eh bien, on permettra à ces gens-là de devenir propriétaires de leur propriété. Quand ce sont des terrains communaux, c'est des recettes qui vont venir abonder les recettes communales.
Et puis on permettra aussi en faire en sorte que cette différence, je vais dire, de vie qu'il y a entre des maturiens qui sont les plus aisés et des maturiens qui sont les moins bien lotis, et bien moins de faire que ceux-là qui sont les moins bien lotis montent un peu au niveau de leur rang social pour qu'ils aient les équipements, que ce soit le téléphone, que ce soit l'Internet, que ce soit les équipements, comme disait M. Castor, l'assainissement, tout ce qui va faire, qui va avoir une vie améliorée et décente. Vous voulez préciser sur le plan, je n'ai pas compris, sur le plan foncier ou l'accès à la propriété des personnes exposées en situation difficile, comment voulez-vous les faire accéder à la propriété? C'est des terrains qu'ils occupent? Je n'ai pas très bien compris. Ce sont des terrains qu'ils occupent, ce sont des terrains, je parlais de terrains communaux, qui sont occupés depuis 20-30 ans par des personnes. Et aujourd'hui, il n'y a aucun plan qui est fait pour permettre à ces gens-là d'être régularisés. D'accord, donc vous voulez les régulariser? Tout à fait. Qu'il peut préciser quels sont les terrains communaux? Par exemple, Air France, c'est le terrain d'Air France. Le terrain d'Air France? Ah, je vous dis terrain d'Air France, c'est pas des terrains communaux. Il y a une partie qui est communale. Ah, non. Le terrain d'Air France, c'est le lotissement Pélican, tu parles. Pélican. Donc c'est pas communal, ça. Il y a une partie, mais non, oui, il y a 70 hectares qui sont... La H71, qui appartenait à M. Isabelle, et la H65, la commune en a fait l'acquisition pour résorber l'habitat insalubre, qui a été stoppé en 2014. La route que tu parles là, elle était déjà prévue déjà. Vous l'avez stoppée. Vous avez la régie de territoire. Quelle route? Vous avez la route du centre. La route du centre que tu parles là. Oui. Non, elle n'existait pas. Mais cette route que tu parles là, il y avait déjà la route qui était prévue, qu'on a stoppée dans le cadre pour désenclaver Claude-Mirande. Quelle route qu'on a stoppée, monsieur Romiak? Mais tu vois, excusez-moi, mais est-ce que ça fait... Excusez-moi, mais quand même question... si tu savais. Monsieur Romiak, non, j'aimerais savoir si cette proposition a fait consensus quelque part, parce qu'en fait, vous êtes tous au conseil municipal. Non, j'aimerais savoir si la proposition... Ça, c'est mon projet. Non, mais est-ce que ça fait consensus, la question que vous posez? Si vous permettez, puisque... Eh bien voilà, répondez s'il vous plaît à la question. Prendre trop sur mon temps de parole. La route du centre, c'est un projet de 2014 de l'équipe majoritaire. Pas le projet de Roland Léon. Votre équipe, monsieur. D'accord. L'équipe majoritaire en 2014. Voilà, c'est juste une précision. C'était pour permettre de fluidifier les deux axes principaux que sont la Maturienne et la RN2. Voilà. On avait parlé aussi de maillage des quartiers. C'était aussi un projet que nous avions. Projet commun. Maillage. Très bien, mais là je parlais de la régularisation. Là. Je voulais savoir si vous étiez... Ah ben non, d'accord. Vous êtes d'accord ou vous ne l'êtes pas? Est-ce que ça vous pose problème à l'égard d'autres propriétaires qui, eux, ont acheté leur terrain, notamment? Non, c'est la précision que je voulais. Oui. C'est quel terrain commun? Monsieur Castor, vous souscrivez à cette proposition? Nous sommes partis de la fluidité de la circulation, il me semble. Oui, mais donc, là, je trouvais ça intéressant parce que la question de l'habitat, c'est fondamental. Si on pouvait y rester, c'était intéressant. Non, le développement économique, monsieur Contout. Oui, excusez-moi, mais on est en plein dedans. Oui. On parle de l'habitat, de l'acquisition des terrains, de l'activité économique qui se greffe autour. Je vois pas. Il faut deux éléments qui me paraissent fondamentaux pour développer l'économie. Il faut que l'humain soit bien. Donc, il faut un projet social. Si l'humain n'est pas bien, ne circule pas bien, ne vit pas bien, n'est pas bien éduqué, comment voulez-vous qu'il soit performant? Donc vous souscrivez à la proposition de monsieur Donc non, pas forcément. Nous, on a une proposition, justement. C'est d'avoir un volet social qui est extrêmement important, parce que vous avez remarqué que, justement, avec les poches qui existent sur Matoury, il y a de plus en plus la montée du communautarisme, et ça, il faut lutter contre ça. Donc il faut amener des réponses pour que les gens aient du vivre ensemble. Et politiquement, c'est extrêmement important ce que je dis, politiquement, il y a des gens qui utilisent ça. C'est-à-dire qu'ils continuent à faire du communautarisme. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, il faut qu'il y ait un projet social qui réponde à ces problématiques. Quel est-il, le projet social? Le deuxième, on va le développer ensemble tout à l'heure. Il faut prendre en compte l'enfance dès sa naissance. C'est ça notre projet. Et l'accompagner. Au niveau de la jeunesse, parce que vous avez vu les problèmes qui se posent, au niveau des jeunes, des adolescents, l'oisiveté, ainsi de suite. Ce sont des problèmes pour lesquels il faut amener un certain nombre de solutions. Si les gens ne sont pas formés, il risque d'y avoir de grands problèmes. J'ai été en charge du social, je peux largement en parler, contrairement à ce qu'a dit un peu le collègue Castor tout à l'heure. J'ai été quand même premier vice-président du Conseil général. D'accord? Il y a des structures sociales que j'ai montées, que j'ai présidées. Je pense à la DIL, l'Agence départementale pour l'information sur le logement. Je pense au PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi. Donc ce sont des structures qui permettent
d'aller chercher les gens, de les capter, de les recevoir et de les mettre dans les circuits de formation, d'information et de formation. Donc on ne peut pas laisser les enfants, les jeunes comme ça, à côté des services. C'est intolérable de les voir, c'est douloureux de les voir. Et on ne peut pas non plus les utiliser à des fins politiques, ce qui se passe en ce moment. En plus, sur le plan de l'aménagement du territoire, il y a des propositions qui sont faites à travers le SCOT par exemple, pour fluidifier la population. Parce que les gens qui arrivent de Macoria, dès l'instant que la route qui est prévue par le SCOT d'ailleurs, qui va partir du pont de Macoria, qui ira vers le rond-point Leblon, ça va un peu fluidifier. Alors, il y a aussi le TCSP qui devrait arriver. En bon gestionnaire que vous êtes, oui. Donc vous prenez en considération la diminution des dotations globales de fonctionnement commune qui a frappé Matoury. Vous prenez en considération la fiscalité qui ne pourra pas augmenter. Vous prenez en considération la réduction des dépenses de l'État. Et donc, vos propositions doivent être financées. Quelle est la mécanique Il y a des propositions d'ailleurs qui existent concernant l'augmentation de la fiscalité. Donc, monsieur le maire a fait une proposition d'augmentation de la fiscalité. Vous êtes d'accord avec l'augmentation de la fiscalité dans un... Non, c'est extrêmement grave. On va laisser dire ça, M. Contour. Mais ça a été public. Non, mais c'est un mensonge. C'est la malhonnêteté intellectuelle de votre part. Absolument pas, c'est vous qui avez proposé ça. Pas du tout. Vous n'avez pas proposé une augmentation de 5% la première année. Mais pas du tout. Ah bon, il y a des ce sont des préconisations de la Chambre régionale des comptes. Et ces préconisations sont faites à l'échelle du territoire. Toutes les communes qui ont cette difficulté-là. Nous, ce qu'on a dit, nous allons augmenter l'assiette fiscale, c'est-à-dire le nombre de contribuables qui ne payent pas et qui auraient aimé justement, qui auraient aimé participer, contribuer. Il y a des documents. Ça, c'est votre imagination. Je voulais dire deux choses. Ce genre de débat-là nous montre bien qu'il y a un premier souci. C'est-à-dire que nos élus ont tendance à raisonner, ils pensent leur commune en dehors donc de l'ensemble guyanais. Et ça, c'est une faute. Il faut contextualiser ce qui va se passer politiquement. Donc vous savez qu'il y a le débat statutaire, donc il faut le contextualiser. On est sur des strates, effectivement, la strate du PLU, qui est l'outil majeur d'aménagement. Vous avez la strate du SCOT et vous avez le SAR. Alors on va essayer de décrypter. Parce que je veux dire, c'est-à-dire que les trois collectivités, c'est-à-dire voilà, vous avez la mairie, on va dire la CACL, et vous avez la CTG. Où est le comité de pilotage? Comment tout ça se gère? Comment tout ça est cohérent? Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas de savoir comment on doit anticiper les problématiques. Parce qu'effectivement, tout le monde va parler des mêmes défis. On va parler des défis donc, qui sont liés au transport, à la circulation des biens et des personnes. On va parler des défis de l'emploi, de la formation des personnes. On va parler des défis en matière donc, des défis culturels, des défis de cohésion sociale, etc. Mais c'est le comment. C'est pourquoi autant de communes ont échoué dans cette organisation-là. Et pourquoi on n'arrive pas à anticiper? Parce que de toutes les façons, vous savez, quand quelqu'un a besoin de se nourrir, quand quelqu'un a besoin de se loger, elle va faire quoi? Elle va s'installer d'une manière ou d'une autre. Vous allez la chasser ici, elle ira ailleurs. Et le problème sera posé ailleurs. Donc, soit on a la capacité de gérer l'ensemble donc, de nos affaires, et on est fébrile, on ne veut pas y aller, on laisse les autres faire à notre place, et on paye les pots cassés. Parce que c'est ça la réalité. Vous avez dit, quel est le choix entre les personnes qui effectivement investissent, font des prêts pour construire la maison, et puis les personnes qui s'installent. Vous voyez comment on arrive à opposer les gens? Parce que c'est compliqué. La personne arrive sur un territoire, comme on dit chez nous, dans mon parti, on dit respect pour respect. Mais c'est compliqué. Mais il y a un cadre, M. Castor. Il y a la loi NOTRe, il y a un certain nombre de dispositions. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un cadre, sauf que notre réalité de notre pays depuis à peu près 20 ans, c'est qu'il y a des gens qui s'installent partout. Une fois, j'avais eu un débat avec M. Jean-Pierre Théodore-Aumiac. Son urbaniste, c'était M. Jaudry, qui avait pris la parole dans un conseil pour dire « M. Castor, finalement, vous avez raison, parce que la France de l'après-guerre, toutes les périphéries, toutes les circulaires autour donc, des centres-villes, après la guerre, les gens se sont installés. Quand vous avez des situations de crise, les gens s'installent. Donc on doit, nous, en tant que responsables politiques, anticiper ce genre de choses. Et j'avoue que ce n'est pas facile. Vous avez posé la question tout à l'heure au maire sortant, parce que c'est le maire sortant. Oui. Bon. Et quand on vous lui avait posé la question, il a parlé de la démographie et du nombre d'habitants. La fourchette qu'il a donnée, tolérance 5000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire entre 32 000, il pense 37, peut-être 40 000. Mais on a 8 000 personnes d'écart entre la fourchette haute et ce qu'il y a d'officiel.
Comment on fait pour les écoles? Comment on fait pour les équipements publics? Quand on ne sait pas, il y a plus de 20 ans, des élus de Guyane se sont battus pour que le système de recensement en Guyane soit complètement différent de celui qui est appliqué en France. Alors vous connaissez l'INSEE là-dessus, hein, vous connaissez non, mais ce que je veux dire, on leur pose la question à chaque fois. Ce que je veux dire, monsieur Germain, le maire d'aujourd'hui, il s'est cantonné à sa commune. Regardez ce qui s'est passé lors du congrès. On ne les entend pas. Or, le maire, c'est le meilleur thermomètre de ce qui se passe dans le réel, dans le quotidien des gens. Et il doit être capable, dans ce genre d'assemblée-là, quand ces gens-là voyagent, qui vont à Paris, etc., il ne s'agit pas d'exposer, de faire venir des commissions sénatoriales qui connaissent très bien le problème, quoi qu'on en dise, parce que les rapports... Vous avez suggéré une proposition, M. Castor, là, vous faites l'analyse... Non, mais ce que je veux dire, la proposition... Je vous donne la proposition. Par exemple, vous savez très bien qu'à partir de 20 000 habitants, une commune peut réclamer un commissariat. Oui. En Guyane, à part la commune, la ville capitale, il n'y a pas de commissariat. Nous, depuis des années, nous demandons dans les conseils pour qu'il y ait un commissariat à Matoury. Monsieur Bertrand, qui était contre, à un moment donné, il a fini par exposer le problème. Tous les élus de Guyane qui gèrent des communes de plus de 20 000 habitants devraient. On parle de la sécurité, mais les gendarmes qui viennent, ils sont là pour 3 mois. Ils n'ont que faire de l'insécurité. Ils ne connaissent pas le réel des quartiers. Comment voulez-vous qu'ils soient efficaces dans leurs opérations? Alors comment se fait-il que vous ne soyez pas arrivé à ce résultat? Parce que nos élus sont fébriles. Et nous proposons justement un changement. Il n'y a pas de changement sans changement d'homme. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à nos limites avec ce genre de personnages politiques-là. C'est ça le problème. Et on pourra parler de tous les sujets. La population guyanaise sera confrontée à la même chose. On fait peur aux gens. Ne votez pas pour un tel, parce que ce sont des indépendantistes, parce que ce sont des ceci, parce que ce sont des cela. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Nous devons pouvoir gérer nos affaires nous-mêmes. Tant que nous allons laisser les autres le faire, nous allons subir les conséquences des politiques qui sont menées. Regardez ce qui se passe avec le virus. Personne ne s'en occupe. Il n'y a rien, aucun contrôle. Rien du tout. On ne savait pas que ça allait arriver. Eh bien voilà, l'information vient de tomber. 5 cas. Est-ce que monsieur le maire a pris des dispositions? Ah oui. J'ai appelé le directeur de cabinet, non, mais quand je parle du maire, le maire, il a un conseil municipal. S'il prend des dispositions, il informe son conseiller. C'est ce matin. Non, mais je ne parle pas de cas. Je parle pas de. Je l'ai eu ce matin. Je ne parle pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Les 5 cas, c'est ce matin. Non, je parle d'anticipation. Je parle d'anticipation. Vous voyez encore une fois. Déclaration du connard. Mais bien sûr, on attend que les choses arrivent. Je parle d'anticipation. Mais nous avons interviewé, nous, l'ARS, il y a 15 jours. Ce que je veux dire, c'est qu'on savait très bien. On ne peut pas laisser les choses. S'il y a un pays qui est perméable aux frontières, c'est bien le nôtre. Non, je pense qu'on s'est écarté quand même un peu de la question que vous avez posée, parce que... Non, c'est bien, j'apprécie Jean-Victor, tout ce qu'il a dit globalement. Mais c'est vrai que vous avez parlé de quoi tout à l'heure? Il faut rappeler, parce que vous êtes animateur, monsieur le Guillemet. Il faut rappeler quand on s'écarte du sujet, parce que là... Non, mais je ne suis pas sûr que ce soit écarté du sujet. Moi, on arrive à une analyse et vous faites une proposition. J'ai posé la question... Vous avez parlé tout à l'heure de propositions. Oui. J'ai demandé à M. Victor Castor de faire une proposition. Voilà. Non, mais là, quand même, il faut changer. Pour arriver à cela. C'est sa responsabilité. Bon, voilà. Donc, vous avez parlé de... Je voulais que vous répétiez la question que vous avez souhaité. J'en ai posé plusieurs des questions. La toute dernière. Exposez votre programme, monsieur. Non, le programme, non. Le programme, vous savez, je l'ai déjà dit. Je dis qu'en 2014, en fait, tout le monde a constaté, il n'y a pas eu de bilan. Donc, c'est-à-dire tout s'est arrêté en 2014. Et j'ai simplement rappelé tout à l'heure que cette route de désenclavement, qui devait être une des priorités, a été stoppée par, effectivement, l'équipe, parce que l'équipe qui était en place, parce qu'effectivement, elle devait désenclaver Cognola-Mirande et qui c'est sur les voiries secondaires. C'était prévu dans le cas de la RHI. La RHI a été stoppée. Résorption d'habitat insalubre. Vous avez parlé tout à l'heure d'assainissement. Vous savez qu'il y a une lagune qui a été faite spécialement pour résorber l'habitat insalubre de Cognola-Mirande d'une capacité de 30 000 habitants. Ça a été fait pour raccorder tout le monde. Et ce programme a été arrêté. Non, pas du tout, puisque c'est la CACL qui porte ce genre de... Il y a eu... Attendez. Voilà. Non, moi, quand je parle, c'est sur ma mandature. Attends. Ça, c'est mon équipe et moi que nous avons créé cette lagune-là et nous avons rétrocédé à la 3CL.
Je suis bien placé pour le savoir. C'est pas vous qui l'avez créé, monsieur. Attendez, Romillac. mais je vous dis, c'est dans le cas. Non. C'est la CACL Toutes les lagunes, que ce soit celle du Nord, que ce soit celle du Bord. Bord. La lagune du Larivo, d'accord. Oui, non. Le Larivo, mais c'est pas toi qui. D'accord. Non. Gibelin, c'est celui du Bourg. Et donc, et Rochambeau, c'est celui pour Concorde. C'est des contre-vérités. Non, c'est pas des contre-vérités. Non, nous avons maintenu. Ah bon, on va pas. Écoutez, non. Je vous dis, puisque c'est. Mais non, puisque c'est bien le conducteur d'opération. Mais bref, on passe là-dessus. Il y a des propositions, M. Romillac, parce que je passe là-dessus. Tout le monde attend. Non, ce que je veux dire. Ce que je veux dire. Oui, ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ces travaux de résorption ont été arrêtés. Comme on a arrêté, on a laissé partir au casino. Vous savez combien d'emplois? C'est 250 emplois directs, plus les emplois indirects. Monsieur... Vous avez deux hôtels qui devaient être... Attendez. Non, mais je parle... Parce que vous avez vendu un terrain qui appartenait à la mairie. Non, pas du tout. Vous avez vendu un terrain... Non, pas du tout. Vous avez vendu... Le terrain n'est pas vendu au gestionnaire... Non, pas du tout. Ah non, mais c'est passé à la voie dernier conseil municipal. Non, mais... Ce que vous faites au conseil municipal, on va en parler par la suite. Mais ce que vous dire, je publie ce soir. C'est-à-dire que vous vous êtes permis, vous avez fait une promesse au gestionnaire, c'est Cogite de choses externes, je crois. Je lisais avant de partir, j'étais en train de lire la décision du tribunal. Vous avez vendu un terrain qui n'était pour lequel vous n'avez pas le droit de vendre. Vous avez vendu un terrain qui vous appartenait pas. Vous ne connaissez pas la situation parce que c'est jamais été... Non, la commune reste propriétaire du terrain. Et ils ont une délégation de service public. Alors c'est une délégation de service public. Donc vous ne connaissez pas le dossier. Alors, M. Romillac, on peut être constructif. C'est 12 millions de dommages intérêts qu'on nous demande aujourd'hui. Ah ben non, mais parce que vous n'avez pas fait le nécessaire. Du casino, je suis désolé, on ne peut pas laisser ça passer. M. Romillac, oui, non mais allez-y. C'est vous qui l'avez amené, M. Romillac. On ne peut pas laisser ça passer. Oui, non mais allez-y. Quand cette proposition de casino est arrivée, moi, j'étais dans l'opposition, je me suis opposé à ça. Mais vous êtes toujours... Laissez-moi terminer, c'est pas vrai. Mais à chaque fois, vous m'interrompez. La plupart de vos rapports ont été votés, et ce n'est pas parce que vous ne voulez pas qu'il y ait de débat. Un conseil municipal, les gens ne sont pas là pour se taire. Les gens ne sont pas là pour se taire. Et ça ne se passera jamais avec moi. Nous ne sommes pas là pour nous taire. Et heureusement, parce que in fine, M. Romillac, cette question du casino qui était aussi portée malheureusement par M. Serville. Moi, je me suis opposé aussi avec mon groupe. Ah non, M. Serville était pour. Non, c'est faux. Non, il était pour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée? M. Romillac, n'essayez pas de rendre confus le débat, parce que ce sont encore une fois les contribuables. Non, mais vous reprenez la parole. Ce sont les contribuables qui aujourd'hui... Vous le verrez, vous ce sont les contribuables qui aujourd'hui auront à payer les dédommagements qui ont été exigés par Cogite. Et moi, je vous invite, M. Luc Germain, à aller voir ce qui s'est passé dans la décision de justice. C'est-à-dire qu'effectivement, on a promis à la Cogite, on a engagé donc, une conception de travaux pour un casino. Cogite s'est engagé à engager des millions d'euros là-dedans. Et aujourd'hui, ils ont gagné. Et ils exigent des dédommagements. Mais qui va payer? Ce n'est pas M. Romillac. Ce ne sont pas les maires qui payent. Mais vous étiez dans l'équipe de service. Laissez-moi terminer. Chaque fois, systématiquement, ce sont les contribuables qui payent. Mais non, mais alors. Vous voyez, ce n'est pas la première fois. Je vous invite à regarder. Non, pour apaiser vraiment la population. En 10 secondes, parce que les administrés, les contribuables de Matoury. L'affaire est en cours. M. Romillac a vendu un terrain. Enfin, il a vendu un terrain qui n'appartenait pas donc, à la mairie. Mais la partie adverse s'est pourvue devant un tribunal. Ils ont gagné, mais en fait, nous poursuivons. Donc, les recours se poursuivent, l'action se poursuit en justice, et nous espérons que nous n'aurons pas 12 millions à payer à cause de vous, M. Romillac. Et le temps passe, au point que M. Castor, vous êtes à 15 minutes 45 secondes, donc vous êtes le plus loquace, apparemment on ne le voyait pas. Deuxième, M. Smock, 11 minutes 20. Monsieur Romillac, vous êtes à 11 minutes 09. Derrière, Monsieur Léandre, 9 minutes 30. Et Monsieur Comtout, 5 minutes 38. Ah, vous voyez que j'ai de quoi dire. Ah, mais oui. Alors, je vous permettez... Non, mais on va essayer quand même d'avancer parce que... Mais bien sûr, non, mais déjà... attendez, j'ai un espace. Vous allez en profiter.
Mais je vous donne la parole tout de suite. Parce que quand je vois M. Smock et M. Roumillac s'interpeller l'un l'autre, je me demande qui s'est trompé en fait. Est-ce que c'est M. Roumillac qui s'est trompé parce que c'est le choix que vous avez fait? Vous faites une fixation sur la personne, je vous laisse parler. C'est un débat, c'est un débat. C'est un débat, donc je me demande qui s'est trompé. Ah, vous trouvez qu'il est suffisamment... Ne parlez pas des personnes, parlez de votre projet. Non, je parle de ce que vous voulez pour Matourienne. Je parle de gens qui ont mis en place, parce que c'est important, quand vous mettez en place un gestionnaire, quelqu'un qui va conduire les affaires de la commune, ça me paraît fondamental. Donc, est-ce que vous vous êtes trompé? Il faut le dire, parce que vous étiez ensemble, mais moi, je n'étais pas dans vos... Non, monsieur Cantou. Vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas sérieux. Laissez-moi terminer. Mais vous avez un bilan sur votre gestion? Vous n'êtes pas sérieux. Vous avez un bilan sur votre gestion? 12 millions d'euros. 12 millions d'euros en un an, c'est ça votre bilan? Non, ce n'est pas faux du tout. Le payeur, le banquier de la collectivité est venu. Mais il a fallu qu'il vous fasse... Premièrement, ça me semble vraiment désolant que vous faisiez appel au trésorier payeur pour qu'il fasse une démonstration. Il a payé. Attendez, laissez-moi finir. Qu'il fasse une démonstration financière. Vos propositions, c'est quoi? Attendez, laissez-moi terminer. Vous êtes... Vos propositions. On va pas pouvoir... Je pense que je suis... Vous avez, il y a un problème. Laissez-moi finir. Oui, parce que moi je dois relancer. Écoutez, parce que pour l'instant on apprend relativement peu de choses. Nous avons... Non, alors pour qu'un comptable vienne nous dire... Attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je termine juste. Pour qu'un comptable vienne faire une intervention dans un conseil municipal pour dire au maire à quel point il est sur sa position financière, il y a de quoi s'interroger sur sa capacité de gestion. C'est le comptable qui va vous dire que vous êtes excédentaire de 3 millions d'euros, alors que le mois d'avant, vous étiez déficitaire de 12 millions d'euros. Brusquement, il y a une opération perlimpinpin, comme on dit ici, pour que ça devienne, que le déficit soit transformé en excédent. Donc c'est quand même relativement grave pour quelqu'un qui a la tête d'une collectivité aussi importante de ne pas avoir la connaissance des finances. Monsieur Léon. Parce qu'entre-temps, je termine. Je que vous terminiez. Parce qu'entre-temps, vous avez... Mais j'ai du temps, je peux utiliser mon temps comme je le souhaite. Ah non, mais moi je dois animer le débat, on doit passer à autre chose. Ça, c'est là, on s'enterre. Très bien. Je vous laisse changer de thématique. Parce qu'entre-temps, vous avez fait une proposition pour résorber justement ces 12 millions d'euros-là. C'est ça qui est grave. Ça veut dire qu'entre-temps, vous faites une proposition de résorption de votre déficit. Et après ça, il y a un comptable qui va vous dire « Mais non, vous n'êtes pas déficitaire, vous êtes excédentaire de 3 millions d'euros. » Donc, et vous sollicitez les suffrages, encore des Matouriens et des Matoriennes. Je crois que c'est un élément qui est à prendre en compte. Monsieur Léon. Vous avez l'occasion de changer de thématique. Moi, je voudrais que monsieur Smock, enfin, le maire sortant, puisse nous expliquer. Parce que on a l'impression, nous, au niveau du conseil municipal, qu'il y a une confusion dans la tête du maire sur le budget, ce que représente le budget et ce que peut représenter la trésorerie. Parce qu'effectivement, on peut avoir une très bonne trésorerie à un moment donné. La trésorerie, c'est la situation des recettes que nous avons perçues à un moment T. C'est une photo. Mais ça ne veut pas dire pour autant que cet argent-là appartient à des projets nouveaux. C'est de l'argent qui est déjà fléché pour payer tout ce qu'on a fait, toutes les opérations qui sont déjà réalisées ou qui sont en cours de réalisation. Donc on ne peut pas dire, et c'est ce qui nous a surpris de voir que le maire fait venir le payeur pour attester qu'il y a 16 millions d'euros de trésorerie. La trésorerie, alors là où c'est grave, c'est que si le maire se met à dépenser cette trésorerie qui est normalement réservée déjà pour tout ce qui doit être payé, tous les travaux, les SMSAMAR, les emprunts et tout cela, ça veut dire qu'on va se retrouver à 12 millions d'euros de déficit plus 16 millions supplémentaires. Donc on passe carrément à 30 millions d'euros de déficit. C'est grave que le maire confonde ces deux opérations. Il y a la trésorerie et il y a le budget. Le budget, c'est lui qui donne la vérité des choses, qui a été repris par la Chambre régionale des comptes en 2019, le 17 décembre 2019, et qui dit dans quelle situation se trouve la collectivité. Bon, excusez-moi, mais c'est intéressant ce que vous dites là. Alors, c'est dommage que tout le monde ne soit pas dans les affaires, et c'est précisément ce thème-là qui nous intéresse d'aborder maintenant, puisque manifestement, les citoyens ont du mal à entendre, à comprendre ce que vous dites. Ça veut donc dire que peut-être, là aussi, et c'est le thème qui arrive maintenant, les citoyens pourraient occuper une autre place dans la gestion des affaires publiques, de façon à être à la fois informés, mais en même temps comprendre les mécanismes de décision qui font qu'une trésorerie évolue. Donc, la question est, quelle place entendez-vous donner aux citoyens dans l'administration des affaires publiques,
une place et à quel niveau? Est-ce que c'est de la consultation comme le font la plupart des élus, ou est-ce que c'est les associés à des processus de décision? Il y a, je prends la liste de Guyane Écologie, notamment, qui prévoit l'association des citoyens dans des comités tirés au sort qui auraient un droit de regard sur les affaires publiques. Donc, j'aimerais savoir comment vous souhaitez, et si vous souhaitez, associer la société civile à la gestion des affaires La démocratie participative, pour moi, elle est extrêmement plus que importante. Ça. Et nous avons donc mis en place, pour qu'il y ait plus de participation du citoyen à la gestion, à la compréhension des affaires publiques, mis en place, on appelle les associations de quartier, les conseils citoyens, pour pouvoir, pour qu'ils soient un relais entre eux, la population, et donc et la sphère de décision constitue l'exécutif. Voilà, c'est un exemple concret. Et donc, c'est une opération, une modalité d'action qui fonctionne très bien, puisque l'administré est en lien direct avec l'élu. Donc, c'est un dispositif, le conseil citoyen, c'est un dispositif tout à fait officiel. Mais il y a plusieurs modalités. Vous savez, moi, je suis un homme factuel, pragmatique, de terrain. Dès que j'ai été élu, même en 2014, je suis allé dans tous les recoins de Matoury. Donc, les gens m'ont vu. Je suis un homme de proximité, quelqu'un qui est à l'écoute des administrés. Et c'est ce qu'il faut, je crois que c'est cet élément-là qu'il manque lorsqu'on est élu. On ne peut pas apparaître, disparaître, reparaître, il faut être là, il faut être présent. Et moi je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important pour comprendre les problématiques des administrés. Je peux même vous faire remarquer, M. Smock, que c'est des propositions qui ont été faites depuis longtemps, et demain à Kourou, on entendra effectivement. Non, je crois que maintenant on est passé à une autre ère. Alors, quelle est la proposition? Je pense qu'il faut créer vraiment un outil numérique qui permet d'interagir avec la population, que la population vienne dessus et que les remontées se fassent. Je pense qu'il faut qu'il y ait des élus qui soient responsables d'un secteur, et qu'avec les associations de ce secteur-là, avec les porte-parole des associations de ce secteur-là, qu'il y ait un circuit qui remonte jusqu'au conseil municipal. Bon, là, la participation des électeurs qui peuvent aussi venir sur un cahier mettre leur doléance. Mais il faut effectivement que les décisions soient en corrélation avec ce qui se passe sur le terrain. Il ne faut pas qu'il y ait des penseurs, qui soient politiques ou pas, qu'il y ait des penseurs et qui produisent, qui pondent des dossiers, des projets qui sont en adéquation avec les attentes de. Très bien, mais c'est une proposition. Par exemple, certaines villes ont mis en place des observatoires citoyens, dans lesquels les citoyens sont dans un rapport direct avec les élus et sont partie prenante au processus de décision. C'est une proposition. Avez-vous une proposition? Moi, je voulais dire deux choses. Vous savez, avant de parler de système participatif, parce que là, on va dire, c'est le summum. On crée des organisations, des structures dans les quartiers, et puis on peut même aller plus loin. À Porto-Alegre, c'est la gestion même de budget. Oui, c'est le budget participatif. C'est le budget participatif. Nous, on est pour cela avec notre mariage avec Guyane Écologie. C'est-à-dire qu'on est dans cette dynamique-là. On est dans la dynamique un peu moderne de ce qu'il faut faire. Mais il y a le bœuf à bas, ce qu'on peut faire tout de suite. Vous savez, pendant cette mandature, enfin, bien avant, il y avait une radio à Matoury, la radio RTI. Cette radio-là, un jour, j'ai demandé aux responsables, en plein conseil municipal, j'ai dit, est-ce qu'il est possible, et déjà à l'époque, comme M. Romia qui était maire, est-ce qu'il est possible de faire du direct pour que les gens entendent les conseils? Vous allez à la télé, vous voyez les conseils municipaux de Fort-de-France, des communes de Martinique et de Guadeloupe. Nous sommes incapables de savoir ce qui se passe dans les conseils municipaux en Guyane. Cet outil-là, nous l'avions. On avait la possibilité, ne serait-ce que par la radio, où on peut le faire maintenant, avec les réseaux, Internet, etc., comme le fait aujourd'hui la CTG. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire dès maintenant? Donc tout ça, ce sont des promesses. Les gens vont vous raconter, on va vous faire du discours, mais ça ne se fait pas. Or, ça peut se faire tout de suite. Ça aurait pu se faire hier, ça aurait pu se faire il y a déjà 10 ans. Quelles sont les propositions? Non, mais la proposition, c'est justement de mettre ça en place. Tout simplement, de faire donc des Facebook Live systématiquement, d'avoir un site où les habitants, tu parlais du numérique, c'est déjà ça. Que les gens s'intéressent petit à petit et qu'ils voient les débats. Et qu'il n'y ait pas la possibilité pour des élus de faire croire aux gens après que ce qui s'est passé au Conseil, c'est autre chose.
Donc les gens auront du direct, ils pourront savoir ce qui se dit, ce qu'un tel a dit et ce qu'un tel n'a pas dit. Ils pourront savoir si effectivement M. Castor, même s'il débat dans le conseil, mais est-ce que oui ou non, s'il s'agit de faire une crèche ou etc., ou tel maillage à tel endroit, est-ce qu'il l'a voté ou pas? Pour que le maire après n'aille pas dire « Ah ouais, mais c'est toujours qu'à contester, il est toujours contre et il ne vote pas ». C'est faux, sauf que les gens ne peuvent pas voir. Donc en fait, on a confisqué le pouvoir politique. C'est ça, c'est quand je vous parle de changer cette classe politique, c'est que ces gens-là ont confisqué le pouvoir politique. Donc ce sont des propositions très concrètes, immédiates, et ensuite effectivement dans les quartiers, pas seulement par le numérique, parce que le contact direct, effectivement, il est important. La possibilité, effectivement, de permettre aux gens collectivement, ça fait partie de la cohésion sociale aussi, de gérer leur quartier. Et c'est vrai que ça va être long à faire, parce que les gens, c'est une culture, c'est une nouvelle culture qu'il faut instiller au sein de la population pour qu'elle puisse se dire, bon, moi je ne vois pas quel problème il y a pour un maire de dire, moi j'ai tel budget, le budget il est tel qu'il est, c'est compliqué, on va essayer de faire des efforts l'année prochaine, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous préférez faire en priorité sur cet exercice? Et les gens peuvent décider. Monsieur Léandre. Oui, moi je pense que, effectivement, on peut y mettre tout quand on parle de démocratie participative. Mais en réalité, comment est-ce qu'on la met en place? On peut passer par les réseaux, mais est-ce que les gens vont fréquenter les réseaux, les supports qu'on mettra médiatiques pour pouvoir s'investir dedans? Moi, je pense que dans ce cadre-là, il y a deux choses qui sont essentielles. C'est la présence de l'élu auprès des habitants. Déjà, c'est à l'occasion de chaque projet, eh bien, que les habitants soient totalement impliqués dans le projet. Si on doit faire réaliser une route quelque part, il faut que les habitants qui vont être desservis par cette route soient impliqués, qu'ils puissent dire leur mot, quel genre de route ils voudraient et quelle qualité de la route. Donc je pense que ça reste peut-être la meilleure démocratie à mettre en place. Moi, ce que je veux relever, c'est qu'actuellement, on voit des travaux qui sont faits un peu partout. Il n'y a pas un panneau de signalisation, enfin un panneau d'affichage qui dit quelles sont les conditions dans lesquelles les travaux sont réalisés. Là, il n'y a pas de démocratie. Les gens subissent des travaux. C'est totalement illégal. C'est illégal. Et non seulement il n'y a pas les dispositifs de sécurité pour prévenir de travaux, proposition, bien c'est il faut aller vite, hein, donc on n'a pas le temps. D'accord. On n'a pas le temps. Proposition, c'est d'informer la population, que tout soit fait de la plus grande transparence, que les administrés aient la possibilité d'intervenir, d'appeler. S'ils trouvent que les travaux sont trop chers par rapport à ce qui est fait, eh bien, ils auront le panneau. En tout cas, pour moi, c'est ça. Aussi, la démocratie participative, c'est de mettre de la transparence dans tous les actes du conseil municipal. Monsieur Smoke, avez-vous des propositions à faire dans ce domaine sur la participation des citoyens? Je vous l'ai dit, moi, par rapport à ce que j'ai fait, à l'expérience que j'ai, le contact, l'écoute avec l'autre, il est indispensable, indéniable. Pas tout le monde qui est habitué aux nouveaux réseaux sociaux, à l'utilisation d'Internet, WhatsApp, etc. Il y a une tranche de la population qui est à l'écart de ce type d'outils. D'accord? Et moi, je pense qu'il est indispensable que l'élu, il soit un élu disponible et à l'écoute des autres. Il faut qu'il marche, il faut qu'il fasse la démarche. Aller au marché, aller dans les coins, aller dans les endroits retirés, aller vers l'habitant. C'est une démarche qui est pour moi indispensable et indissociable de l'activité principale de l'élu. Un élu de proximité, c'est ça. Un élu de proximité, c'est ça. Et donc, la question des conseils citoyens, il doit peut-être améliorer. La question des regroupements citoyens, des conseils de quartier, il faut l'écrire, il faut l'organiser, de telle sorte qu'il y ait un lien direct entre la population et l'exécutif et ceux qui décident. Monsieur Romillac, proposition, parce que je voulais juste poser la question. Je sais pas pourquoi il ne l'a pas fait en deuxième. Mais ça a été fait. Mais il faut venir. J'ai des conseils citoyens. Je parle de l'animation, moi, de la possibilité de donner aux gens de décider eux-mêmes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Simplement faire des réunions. On a entendu la proposition, il faut la respecter. Il fallait pas s'écarter. Depuis le jour que j'ai été élu, il fallait pas partir, il fallait pas démissionner. On a entendu la proposition. Monsieur Romillac, parce qu'on a encore une question. Il fallait rester. Une question par la allez-y. C'est de critiquer. Moi, je suis la place du citoyen dans la gestion. Alors, la place du citoyen, alors, comme je l'ai déjà annoncé, c'est déjà dans mon programme, c'est des conseils de quartier, enfin, comme tout le monde, hein, puisque nous sommes à l'ère numérique aujourd'hui, il faut pouvoir s'adapter.
Donc il faut des espaces numériques déjà pour la population, mais aussi, comme l'a dit les collègues qui m'ont précédé, eh bien je crois que oui, il faut pouvoir permettre de transmettre l'information à l'instant T, au moment où il y a des conseils municipaux, des débats, etc. Ça, c'était important aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Il faut se mettre à l'heure numérique et la fibre optique doit être présente partout. Ça, c'est indispensable. Ce que je veux signaler, c'est que nous avions déjà anticipé à l'époque avec le Médiabus. Le Médiabus, ce qui permettait d'aller dans tous les quartiers, mais ça a été stoppé en 2014. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ça se répare un bus. Mais ça a été stoppé. Non mais voilà. Alors donc, conseil de quartier délabré. S'il vous plaît. Non mais on l'a laissé là. On l'a laissé là pendant des années. C'est normal. Non, on a saisi. Alors, conseil de quartier, le conseil citoyen. D'ailleurs, l'exemple en est avec le PR de Copaya. Vous avez la maison du citoyen. On ne pouvait pas dire le contraire. Non, mais mais c'était prévu dans le programme de rénovation urbaine que j'ai mis en place avec les travaux étaient stoppés, il n'y avait plus d'argent. On a vu. Ah mais non. Donc finalement, en fait, vous voyez, tout a été stoppé et là on peut repartir à nouveau en travaux partiels. Il y a un outil qu'on ne souhaite pas utiliser, je ne sais pas pourquoi, quand je parlais de confiscation du pouvoir par quelques personnes, des carriéristes. Ce sont des carriéristes, ce sont des gens sans ça, ils ne peuvent pas. Il y en a qui reviennent coûte que coûte. Voilà quoi, on ne sait pas vivre sans ça. Bon, en tous les cas, ce n'est pas mon cas. Ce que je veux dire, c'est que, regardez ce qui se passe à Matoury. Vous avez l'usine Prométhée d'EDF. EDF souhaite installer, dans le cadre même du plan pluriannuel de l'énergie, qui a été vu au niveau de la CTG, etc., et avec l'État, installer cette usine sur le prolongement, vous voyez, de la route qui amène au pont, sur votre droite. Je ne sais pas, n'importe quel kidam, vous jetez un œil sur votre droite, vous regardez, il y a de l'eau partout. Ces terrains-là, ce sont des terrains qui sont imbibés d'eau. Est-ce qu'on a expliqué, je ne parle même pas de la population de Matoury, je parle de la population de la communauté d'Aglo, et je parle même du territoire guyanais. Ce choix-là, il a été fait quand? J'aimerais que les maires qui ont traité ces questions-là me disent où est la délibération du conseil municipal qui consacre l'installation de cette usine. On a laissé EDF acheter un terrain pour installer une usine thermique qui doit garantir la continuité de la production énergétique en Guyane sans que sur notre commune, il y ait une délibération du conseil municipal. Laissez-moi terminer. Laissez-moi dans l'équipe. Laissez-moi terminer. Moi j'ai contesté ça. Laissez-moi terminer. Moi j'ai contesté ça. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, j'ai contesté cela. Et moi je vais vous expliquer une chose. Aujourd'hui, il faut que les gens le sachent. Parce qu'on n'a pas forcément les espaces, mais il faut que les gens le sachent. Il y a 15 km de pipeline de prévu entre Dégradé-Cannes, le port de Dégradé-Cannes, jusqu'à cette usine. Un pipeline qui fait 30 cm de section, qui sera enfoui à peu près à moins d'1 mètre de profondeur, dans des terrains mouvants. C'est du n'importe quoi. Eh bien, dans ce cas d'espèce, sur la question donc de la possibilité de nos citoyens de décider, ça mérite un référendum. Ça mérite une consultation des habitants pour que les gens disent si oui ou non. Je ne parle même pas des nuisances, des nuisances à caractère écologique, le bruit, les fumées, etc. C'est-à-dire qu'on fait ça dans le dos des habitants. Et moi, je trouve que ce n'est pas normal. Et ce n'est pas les quelques réunions où on organise, où on essaie d'expliquer parallèlement aux gens. Non, les problématiques, nous les connaissons. On n'aurait jamais dû accepter ni le lieu, ni les conditions dans lesquelles cela s'est passé. Je vous propose de passer, avant les conclusions, à une dernière question. Alors, on prolonge un peu les débats, mais elle est utile. Je note qu'effectivement, donc ce que vous venez de faire, c'est une proposition en vue d'une consultation des citoyens sur les questions. Sur les grands sujets, oui. Entendu. Donc, sur la dernière question, c'est le dernier congrès qui succédait, le 14 janvier, qui a succédé au celui de novembre 2017, s'est conclu sur l'adoption d'une motion de principe, d'un consensus qui établit de façon quasi irréversible la marche de la Guyane vers un nouveau statut. Donc, j'aimerais savoir quelle est votre opinion sur ce sujet-là et quelle est votre position dans ce que
Alors pour reprendre les termes du débat d'hier, il y a eu le statut spécial de Cataillé, c'est la République, enfin la Guyane dans la République, l'autonomie et la République, jusqu'à une motion d'indépendance ou un choix territorial comme celui de la Nouvelle-Calédonie. On peut commencer par vous, Monsieur Contou ? Oui, parce que vous me donnez la parole, je la prends. Je vous en prie. Merci. Donc moi, de toute façon, j'étais un ardent défenseur du 74, quand il y avait eu, bien sûr, l'opposition entre le 73 et le 74, et on a eu les résultats. Et surtout que quand vous êtes sur le terrain, vous avez des remontées plutôt nauséabondes, parce qu'on a fait croire aux gens qu'ils allaient perdre leur avantage, ainsi de suite. Nous nous sommes fait presque agresser, parce que j'étais dans le secteur de Chicago, parce qu'on allait expulser les gens, qu'on n'allait plus les reconnaître, ainsi de suite. Donc les résultats sont là. Et il y a parmi nous des gens qui étaient partisans de rester dans le cadre identitaire. Donc quand vous faites de l'identité législative, forcément ce qui est voté pour la métropole est adapté, appliqué et adapté immanquablement sur le territoire guyanais. Or, nous avons un certain nombre de spécificités qui sont reconnues, qu'on ne va pas nommer ici. Donc forcément que l'article 73 ne peut pas correspondre à un développement harmonieux, économique et harmonieux de notre département. Donc on était déjà pour le 73, de manière à ce qu'on ait un tout petit peu déjà les leviers pour prendre des décisions sur le plan local. Maintenant, on est passé à un autre volet, donc un sui generis, de manière à ce que les études soient faites pour que ce dispositif soit complètement applicable. Encore qu'il faille être vigilant, parce qu'on parle de livre blanc dans lequel on n'a encore rien vu, il n'y a personne qui a vu la première page, en tout cas moi je n'en ai pas été destinataire, ni les autres, et je suis absolument pour le fait que nous ayons un statut qui soit complètement appliqué à notre département. Je voudrais faire l'effort, parce que pas nécessairement demander à tous les candidats de donner un exemple sur ce que ce statut vous permettrait de faire, que vous empêche de faire le statut actuel. Je parle des notions d'habilitation, expérimentation, etc. Donc, voilà. Ben, écoutez, je l'ai dit, de toute façon, par exemple, il y a un positionnement qu'on pourrait avoir sur la montagne d'or. On a eu vraiment des déchirements possibles et imaginables là sur un dossier comme celui-là. On a des positionnements à prendre sur la rétrocession des terres. Comment vous voulez développer un territoire si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des terres, ainsi de suite. Donc ce sont deux éléments qui me paraissent les plus fondamentaux, mais on peut fouiller encore. Monsieur Roland Léandre. Oui, moi je pense que moi je suis secrétaire général avant toute chose du Parti socialiste guyanais, donc vous avez évoqué le statut spécial de Justin Cataillé, donc qui a été proposé dès 1958 par rapport au référendum sur les institutions de la France, et donc le PSG a été créé dans cet objectif-là. Donc effectivement, tous les secrétaires généraux qui ont suivi ont toujours bataillé pour que ce statut spécial soit mis en application. Aujourd'hui, les choses ont évolué. C'est vrai que tel qu'on le conçoit, tel qu'on a pu concevoir le statut spécial, n'est peut-être plus tout à fait la norme qu'il faut demander. Mais le sui generis convient parfaitement à cette idée que nous faisons des compétences qui peuvent être partagées entre la France et la Guyane, puisque nous avons quand même, nous, l'essence même du PSG, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie de gestion, c'est l'autonomie de décision. Donc, partager des compétences qui sont aujourd'hui des compétences régaliennes de l'État, comme le sous-sol, comme même l'immigration, nous pouvons être aussi avoir une compétence partagée sur de tels thèmes pour gérer, pour pouvoir réguler la vie des Guyanais. Donc je pense que le sui generis, aujourd'hui, avec une volonté vraiment d'aller de l'avant, est une solution qui me semble vraiment aujourd'hui la meilleure. Monsieur l'invité Castor, quel statut envisagez-vous pour la Guyane et pour concrétiser le projet que vous avez pour ce Déjà, je vais être précis, c'est-à-dire que là, je ne représente pas mon parti, puisque nous sommes associés donc, à Guyane Écologie, et que secondo, donc, il y a des personnes de la société civile qui composent la liste. Donc, je ne vais pas donner la position de mon parti. Ma position, vous la connaissez, la position de mon organisation aussi. Par contre, ce que je veux dire, c'est que on peut regarder précisément, parce que c'était la deuxième question. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous en termes de responsable d'une mairie ou personne siégeant à la communauté d'Aglo?
C'est la question foncière, parce que la question foncière, elle ne peut pas être séparée de la question statutaire. Parce que la question statutaire, ce sont des outils de gouvernance, mais pour gouverner quoi? Sur quelles compétences? Et donc la question foncière, elle est forcément liée. Donc aujourd'hui, la question de la rétrocession du foncier, c'est une question essentielle. Le maire, on a deux maires. Deux maires, un qui ne l'est plus et un qui l'est encore jusqu'au 15. Ces deux maires-là, ils sont confrontés tous les jours, et moi, j'espère l'être, au nom donc de l'équipe, au nom pour la population de Matoury, j'aurai la même problématique. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité d'avoir du foncier facilement. Pour faire quoi? Pour faire des crèches, pour mettre du logement, pour faire des écoles, des choses basiques, les éléments, on va dire, primaires pour un individu et pour une société. C'est-à-dire qu'on a été dépossédé de ça, il faut qu'on se le réapproprie. Donc ça, c'est le préalable. On peut avoir toutes les compétences possibles. Si vous n'avez pas la possibilité de gérer votre foncier, de le maîtriser, quid de l'évolution statutaire? Donc c'est essentiel. Je veux dire par là que le foncier, c'est aussi l'aménagement. Il faut que les gens comprennent ce que je veux dire. Aujourd'hui, petit à petit, le maire est dépossédé de ses compétences. Par les transferts qui ont été faits à la communauté d'agglo, récemment, le tourisme, le développement économique, ça a été transféré. Donc, en termes d'élu local, de proximité, comme disait M. Smok, il n'a quasiment pas de possibilité encore. Donc, c'est un problème. Parce que ce sont des fausses communautés d'agglo. Nous avons parfois des communes qui sont extrêmement éloignées les unes des autres. Par contre, ce qui se passe, c'est que quand vous devez donc tous les jours avoir en tête l'aménagement de votre territoire, on a parlé de l'assainissement, on a parlé des écoles à construire, on a parlé des routes à faire, enfin, etc. Une synthèse, monsieur. Oui, mais comment vous voulez faire tout ça si vous n'avez pas effectivement l'outil, c'est-à-dire la possibilité de décider vous-même, y compris sur les questions architecturales, puisqu'on nous impose des normes européennes, des normes françaises qui ne sont pas adaptées. Évidemment. Dont on ne sait pas très bien quel contenu d'ailleurs. Évidemment. Monsieur Smok. Oui, je crois que là-dessus, il peut y avoir consensus. Pour une fois, je suis tellement heureux de voir autour de la table, je n'ai pas encore entendu mon prédécesseur parler de la question statutaire. Bon, Monsieur Castor faisait allusion tout à l'heure au comportement d'élus de proximité, en parlant peut-être du maire, lors du dernier congrès. J'ai fait une intervention, une seule, et il me semble que c'est, au résultat, c'est un peu ce qui a été retenu. J'avais dit qu'il n'y a pas eu suffisamment de préparation lors de ce congrès. Les documents présentés paraissaient insuffisamment achevés. Et donc, j'avais fait une intervention pour dire, mais au lieu de nous chamailler, suspendons donc les travaux et puis reportons après. Et c'est ce qui s'est passé, hein, M. Garçon. Je voulais le dire. Donc, ma proposition avait été... la position de M. Macron. A été retenue. C'est la position de M. Macron. Non. S'agissant maintenant... Moi, je pense qu'il est indispensable que le statut actuel soit révisé. Moi, je suis défenseur, défenseur. Alors, quel est le curseur entre autonomie et voilà. Alors, par contre, ce que je dis, c'est que moi, en tant que maire, lorsque je vais discuter avec donc, les administrés, la question statutaire, en tout cas, ne semble pas être la priorité, puisque nous sommes dans un cadre bien précis. Je ne dis pas qu'elle est importante, elle est fondamentale. Mais c'est pas l'urgence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la question du logement, la question du travail. Mais laisse-moi parler. Et moi, je pense que... Il faut avoir des... Vous avez un retard de Je pense que, très concrètement, moi, ce qui est factuel, ce qui est important, ce qui est pragmatique, c'est véritablement que je puisse répondre aux besoins, aux administrés, à leurs demandes. Maintenant, sur la question statutaire, je suis entièrement d'accord. Il faut réviser, il faut voir. Un statut à la carte, un statut sui generis, me paraît le statut le plus adapté. Maintenant, il faudrait savoir, connaître son contenu et que les Guyanais puissent enfin se mettre d'accord sur le contenu. Parce que tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait un changement statutaire. Préciser la question. Mais moi, je pense qu'il faut absolument que dans le contenu, on puisse travailler en symbiose, en harmonie, tous ensemble, pour pouvoir permettre un réel développement économique, social et culturel de notre pays. Mais comment vous pouvez faire ça si vous n'avez pas la terre ? Comment vous pouvez construire, répondre à des problèmes de logement ? Je vous ai jamais dit ça. Je suis en retard dans le temps. Oui, mais attendez. Non, mais comment monsieur le maire peut mais je vous ai jamais dit.
Non, parce qu'il va sur le terrain, il dit que ce n'est pas la problématique de la commune. Il a des gens de la commune. Je n'ai pas dit ça. C'est normal. Je n'ai pas dit ça. Monsieur, vous avez l'habitude de déformer et de faire des contre-vérités. Je vous dis que dans mes discussions directes avec les personnes. Mais non. Vous avez des discussions avec les personnes. Vous reprenez ce que je dis après. Où est-ce que vous allez prendre le foncier pour bâtir, pour développer économiquement? Il ne suffit pas de dire des mots. Où est-ce que vous allez prendre le foncier si vous ne l'avez pas? Or, c'est au travers du nouveau statut que vous pouvez avoir le foncier. Donc, il ne suffit pas de mettre des mots, de belles idées, puis de pleurer que je vois la population, ainsi de suite. Vous me donnez envie de pleurer. Là, il faut dire les choses. Pleurer, monsieur Conto, pleurer. Oui, non, vous me donnez envie de pleurer. Merci, monsieur Conto. On voit que vous n'avez pas l'expérience vraiment de la chose publique. Écoutez, j'étais président, j'aurais pu me mettre à la tête de la plus grande collectivité. Ah oui, et pourquoi ça échoue, en fait? Non, attendez, j'aurais pu ne dire. Racontez-nous l'histoire. J'avais en charge le social. Donc, si vous estimez que le social, vous n'êtes pas en contact avec les humains, je ne sais pas où est-ce qu'on peut être le mieux. Ce qui apparaît, c'est que ce contenu génériste, personne ne le connaît. Donc je suis surpris qu'on puisse avoir des positions quasiment définitives sur la question. C'est une question ouverte. Apparemment, et pour l'instant, et avant d'entendre M. Roumillac, on saura après s'il y a un consensus ou pas. M. Roumillac, quelle est votre position sur l'évolution statutaire de la Guyane après le congrès du 14 janvier dernier? Déjà, je partage le point de vue des collègues. Il faut maîtriser pour développer, bien sûr, son territoire. Moi, avec notre équipe, avec la ville de Matoury, nous avions fait des réserves foncières, nous avons acheté des terrains, nous avons demandé des rétrocessions de terrains, et ces terrains-là, on a pu constater qu'on les a rétrocédés à d'autres. Rien n'a été fait pour permettre son développement. Personne ne peut me contester là-dessus. La ville de Matoury a fait des réserves foncières, ce qu'on ne pouvait pas être rétrocédé par la décision de l'État, par la loi, nous l'avons acheté. Mais des tomes, Larivaux, etc. 70 hectares par-ci, sur Gibelin, 77 hectares, etc. Mais on les a rétrocédés. Maintenant, ce que je veux dire, au niveau du statut, mais c'est vrai, tout le monde doit évoluer. Mais on parle du développement économique, socio-culturel, on a la pêche, on a l'agriculture, on a la mer, les ressources halieutiques. Quel outil, et je ne pense pas que le statut actuel nous empêche de le faire, quel outil que nous avons mis en place pour développer ces activités, notamment de la pêche, notre forêt, et sur le plan économique, sur le plan culturel, etc. On n'a pas mis ces outils-là. La question de l'or, par exemple, ou du pétrole. J'échappe. On nous a fait miroiter pétrole, alors qu'on voit en face que Total est allé au Suriname, et voit par exemple le pétrole qui sort des nappes de Guyane. Mais personne ne dit rien. Personne ne conteste. Mais en fait, au niveau de la commune, c'est vrai, on peut peut-être suggérer, mais ce n'est pas les compétences de la collectivité communale. C'est au-dessus de la collectivité communale. Donc je dis, il faut, oui, le statut sui generis, oui, et comme dit, je partage votre point de vue, on ne pourra pas développer si on ne maîtrise pas. Mais quand on fait, et la petite collectivité communale a fait ses réserves, et qu'on a tout rétrocédé en disant, je ne sais pas faire, mais c'est l'État qui est en train de faire à la place. Alors je dis non, il faut pouvoir justement, tout ce que vous avez suggéré, il faut aller à l'encontre de l'habitant, il faut réfléchir, discuter avec eux, partager effectivement les projets pour qu'on puisse se faire avancer, évoluer dans le cadre d'un consensus. Mais ça n'a pas été fait. Donc, sui generis, ok, mais maintenant il faut attendre, on ne sait pas à quelle sauce qu'on sera effectivement dévoré, manger. Mais il faut attendre parce que tant qu'on ne maîtrisera pas le foncier, on ne pourra pas avancer. J'en veux pour preuve. Et il faut savoir aussi que personne ne veut en parler. Mais aujourd'hui, je crois qu'avec la réorganisation des services de l'État, c'est l'État qui devrait normalement développer le territoire. On a les OIN, les opérations d'intérêt national. Personne ne veut en parler ici. Eh bien, la CIMCO est sous le joug, effectivement, de l'État, de la Société nationale immobilière, et parce qu'il y a une carence des élus. L'État demande à des partenaires sérieux en face de lui pour avancer, mais s'il n'y a personne qui répond... Les parts de la CIMCO ont été vendues. Si personne... Donc le statut est une réponse qui vous paraît adéquate à cette nouvelle... Très franchement, monsieur, voilà. Vous avez beaucoup évolué. Monsieur Legermain, vous étiez un partisan du 73. Non, mais attendez, mais j'ai expliqué. Vous avez évolué, d'ailleurs, c'est bien. Non, mais de toute façon... Non, attention. Non, mais le comportement même, vous l'avez pu constater lors du dernier congrès. Non. Mais il faut ça. Mais j'ai toujours dit, il faut évoluer. Mais
n'attendons pas qu'on puisse tout nous donner. Il faut se mettre au travail. Donc je dis, quels sont les outils qu'on a mis en place? Il y a les outils qui existent pour développer, mais on ne l'a pas mis en place. Qu'est-ce qu'on attend pour le mettre en place? Bien, messieurs, il est 20h05. Juste un petit mot là-dessus, je veux dire qu'il y a quand même un gros souci. C'est-à-dire que quand vous voulez être partenaire de l'État, il faut être crédible. Il ne faut pas tromper dans des affaires. Vous devez être irréprochable. Il ne faut pas non plus, vis-à-vis de l'opinion publique, que quand vous arrivez, vous prenez une mairie, que la première chose que vous faites, vous augmentez vos indemnités. Vous savez, il y a des choses, il faut qu'il y ait une lecture qui soit claire. On ne peut pas dire d'un côté que la mairie, elle a des difficultés financières et que parallèlement, c'est de la gabégie. Moi, je ne comprends pas, moi. Les habitants, les administrés, les électeurs doivent comprendre qu'à un moment donné, il faut tourner la page. On ne peut pas. Parce que les partenaires que vous avez, effectivement, M. Roumiak dit, l'État recentralise, l'État se réorganise, l'État reprend les mains et décidera plus qu'avant, en 2020. Non, parce que laissez-moi terminer. Donc il y a un vrai problème. Mais vous avez il y a un vrai problème. Soyez crédible. Ayez une parole publique qui soit crédible. Et c'est celle-là que nous on souhaite porter. Ce que je vous propose, monsieur. La vôtre paraît crédible. Ce que je vous propose. Nous sommes clean, nous sommes dans aucune affaire. Maintenant, c'est de passer. Alors, on fait un point sur les temps de parole. Chacun a pu gérer. Alors, peut-être parfois il a pu dire 2 ou 3 choses supplémentaires, mais on a eu un aperçu tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes du temps de parole. Alors, on fait quand même une synthèse. Nous avons donc le plus prolixe, c'était M. Castor à 25 minutes. Le deuxième, M. Smock, 17 minutes 56. Le troisième, M. Roumiak, 16 minutes 53. Monsieur Léandre, 14 minutes 21, et Monsieur Contou, qui a fait une meilleure synthèse, 12 minutes 40. Bien, cela dit, il est 20h07, et il est impératif maintenant de rendre l'antenne et d'arriver à la conclusion. Alors, vous avez tiré au sort tout à l'heure l'ordre des conclusions. Donc, le premier à intervenir, Monsieur Contou. Alors, vous avez 1 minute. Alors, on a une tablette qu'on va vous montrer tout de suite, qui peut chronométrer la minute. Alors, bien sûr, on n'est pas 1 seconde près, mais vous pourrez vous caler sur la tablette que vous montre notre collaborateur. Voilà. Donc, Monsieur Contou, vous avez 1 minute pour faire cette conclusion et vous pourrez contrôler votre temps de parole. Allez-y. Très bien. Bon, alors, j'invite les électeurs les Maturiens et les Maturiennes à constater que la seule liste qui soit nouvelle, c'est la nôtre. Et elle est constituée de gens qui sont nouveaux aussi. Et je vais terminer, parce que je ne serai pas long, vous voyez, je prendrai même bien moins d'1 minute, parce que j'ai une phrase qui va synthétiser complètement ma pensée, que je vais emprunter à Albert Einstein, d'ailleurs c'est notre slogan. On ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont causés. Elle n'est pas de moi, mais j'y souscris complètement. Merci, Monsieur Roland Léandre. Oui, donc, bien. Je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés. Je considère que le débat a été quand même d'assez bonne facture. Les Maturiens et les Maturiennes qui seront appelés à voter. Je voudrais tout d'abord leur adresser une mise en garde, vraiment, parce qu'il y a un véritable danger à ne pas faire attention à ce que propose le maire sortant, qui a créé un déficit de 13 millions d'euros et qui est allé à la Chambre régionale des comptes en Guadeloupe pour proposer, en termes de compensation, l'augmentation des impôts de 5% et, en 2020 et d'autres augmentations les années suivantes, et l'augmentation de l'octroi de mer et en plus l'augmentation du carburant. Voilà, donc c'est un vrai danger. Moi, je n'ai jamais vu un maire avec un tel projet être élu. Par contre, moi, ce que je voudrais dire aux Maturiens, c'est que, voilà, qu'ils votent pour la liste, donc pour une équipe d'accompagnement dont je suis la tête de liste. Monsieur Roumiak. Oui, je voudrais tout d'abord saluer les Maturiennes et les Maturiens, et puis faire savoir que nous avons eu un constat aujourd'hui, depuis 2014, Maturi est dans le coma. Donc il faut la réveiller, à nouveau, il faut la mettre sur les rails de son développement, et c'est pour cette raison que je l'ai cité, la Régie Territoire a disparu. Ils ont arrêté. Ils ont cassé le SIG, le Centre d'information jeunesse. Ils ont cassé la mise, la Maison d'insertion de solidarité et de l'emploi. Enfin bref, les acteurs économiques sont partis.
il faut redonner de l'attractivité à la commune de Matoury. Et c'est pour cette raison que je dis que seul, avec cette nouvelle équipe que je conduis, ensemble pour une nouvelle dynamique, je pense que le 15 mars prochain, les Matouriennes et les Matouriens feront le bon choix, le choix de redonner à la commune ses lettres de noblesse. Alors je compte sur vous pour nous faire confiance avec cette nouvelle équipe que j'ai l'honneur de conduire. 1 minute parfaitement. Monsieur Smock. Oui, Matourienne, Matourien, donc la liste que j'ai l'immense plaisir, l'immense honneur de conduire, vous demande de lui permettre de continuer le travail commencé il y a 24 mois. La liste pour vous et avec vous demande de voter dès le 15 mars massivement pour elle, parce que c'est la seule liste qui est composée de personnes compétentes, engagées, des personnes qui sont sur le terrain, des personnes qui sont à l'écoute des Matouriennes et des Matouriens. Nos projets, nous aurons l'occasion de les diffuser, d'en discuter avec vous. Nous avons déjà commencé à le faire. Nous sommes sur le terrain donc tous les jours. Notre souhait le plus cher, c'est véritablement de faire un parcours avec vous pendant les 6 prochaines années. Et nous vous demandons de voter pour cette liste qui est la seule capable de répondre à vos aspirations. Merci, M. Castor. Donc, je remercie donc les personnes qui nous ont écoutés sur un débat aussi long. Ce que je veux dire, c'est que le choix, c'est un choix, on va dire, de période, d'ère. Et en mars-avril 2017, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Un vent de changement. Les élus ont été écartés, les élus traditionnels, tous ceux qui pratiquent le même mensonge perpétuel, à promettre, et on ne voit rien. Il y a Internet, il y a la télé, on voit ce qui se passe ailleurs. On voit les capacités de développement. Pourquoi la Guyane, si riche, avec autant d'atouts, ne pourrait pas le faire? Pourquoi notre communauté d'agglo ne pourrait pas le faire? Pourquoi Matoury ne pourrait pas aller dans cette direction? Eh bien, nous, c'est ce que nous proposons. Il n'y a pas de changement sans changement d'homme, sans changement de pratique. Il y a ceux qui ont baigné dans les affaires. Il y a ceux qui se contentent de faire des opérations, éclairage, verglage. Et puis, il y a des gens comme nous, qui sommes engagés, nous n'avons trompé dans aucune affaire. C'est uniquement notre cœur, notre volonté, notre amour du pays et surtout notre détermination à aller jusqu'au bout pour pouvoir développer cette commune. Votez pour nous, pour notre liste, oui, c'est toujours possible. Bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. S'il y a un second tour, j'espère que vous nous ferez le plaisir de renouveler cette prestation de ce soir. Je tiens à remercier bien sûr les auditeurs et ceux qui nous ont suivis donc sur RDI 105.1 sur Cayenne et 88.4 sur Kourou, ainsi que sur Facebook Live. Merci pour les milliers de followers qui se sont connectés sur le réseau. Nous vous donnons rendez-vous demain. Cette fois-ci, ce sont les candidats de Kourou qui seront au lieu des places de ceux de Matoury. Et merci, messieurs, quand même, pour la qualité de vos interventions, la franchise et l'honnêteté qui ont prévalu ce soir, même si ça a été un tantinet mouvementé, mais toujours dans le respect des uns et des autres. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous. Merci. À la prochaine. Merci.